Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la 6e semaine de la Ligue française de League of Legends pour le Summer Split 2021. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une nouvelle Super Week, une super semaine avec donc 3 journées de compétition. Et pour célébrer une super semaine, quoi de mieux qu'un super plateau avec moi aujourd'hui bien sûr. Je veux bien sûr parler de Zaboutine qui nous rejoint sur la Ligue française. Mon cher Zabou, bienvenue. Enfin. Ah ouais, je la regarde à la maison, donc là je suis content. Je suis content de pouvoir venir la commenter. Bah après, il y a toujours l'autre, hein, évidemment, mais quand l'autre. L'autre. Bonjour mon cher Tréton, au grand challenger. Comment te portes-tu? Beaucoup de LP, je crois, ont été grindés. Ouais, ça va. Il y a les 1000 LP, ça joue pas mal en solo queue. Il y a des trucs très intéressants avec le nouveau patch qui sont en train d'arriver petit à petit, notamment forcément le Ziggs et le Mundo que l'on voit absolument partout. Absolument. Et donc, ouverture, super semaine aujourd'hui, donc 3 matchs pour chacune de nos chères équipes. Une semaine qui va être extrêmement importante puisque nous avons déjà entamé nos matchs retour et donc le sprint final de cette saison régulière va véritablement démarrer. On aura bien sûr l'événement, le LFL Trésor Day la semaine prochaine. Et ensuite, on refera une petite Super Week pour terminer tout ça en beauté. Ouais, vraiment, ça va aller super vite. Et les équipes vont devoir monter en intensité. Et c'est justement de cela dont on va parler aujourd'hui, des équipes hyper intensives. Et également un nouveau patch. Mais avant ça, le récapitulatif de la dernière journée de LFL en date, comme c'est la tradition. On y va et on regarde bien sûr ce qui nous a subjugué la semaine dernière avec notamment le derby du Sud, Tréton. Ouais, le derby du Sud, qui a été remporté par la MCES. Tout de même, en termes de teamfight, ils se sont fait un petit peu peur, mais globalement, une équipe qui a été conquérante avec un Bukada qui a été excellent team, qui a prédicté des flashs avec son Z sur son Viego, qui a vraiment été très très bon durant cette partie. Et la MCES qui continue leur petit bonhomme de chemin et qui, honnêtement, dans cette LFL, sont un véritable contender. Ouais, j'ai beaucoup aimé la progression de MCES dans le Summer Split. Forcément, tout le monde s'est dit ils vont être aussi mauvais qu'au Spring. On a toujours cette impression-là. Et il y a une vraie progression. Aujourd'hui, Easy qui se retrouve par contre dans une position difficile. Mais MCES, sans forcément gratter les places du top, ils sont quand même vachement satisfaisants. Ils font partie des discussions sur ce sprint au top 5. Gamers Origin contre Misfits première. On l'attendait forcément beaucoup ce match puisque les Gamers Origin venaient de pourfendre nul autre que la Karmine Corp. Et les Géo qui ont fait encore une fois une semaine en 2-0 avec de très très bonnes parties, un Karim dominant dans cette partie en particulier et aussi un Mersa que j'ai beaucoup apprécié sur sa Leona qui trouvait les engages à chaque fois sur les bons timings. Et vraiment depuis qu'ils ont remis Ronaldo sur des pics un peu plus de confort, sur des pics mage globalement, vraiment ça se passe très très bien pour les Gamers Origin qui ont trouvé leur ça clique, hein. Ouais, Géo de toute façon ils ont décidé de jouer à League of Legends de la bonne manière. C'est aussi la manière la plus dure à jouer et ils arrivent à le faire maintenant. J'ai eu très peur pour eux parce qu'ils se sont cassés les mains plusieurs fois dans les games d'early saison et généralement ça détruit une équipe de perdre ces games là et ils ont réussi à revenir. C'est très intéressant comme cas d'école Géo. Une autre équipe qui réussit à revenir ou plutôt qui continue, les LDLCOL qui ont vaincu à leur tour la Karmine Corp dans ce superbe match avec parmi les hauts faits un énorme Exakick et un astucieux Eika sur Twisted Fate. Oui, il a été très très bon dans les games Eika, il a vraiment fait le travail et pour le coup la LDLC qui sont impressionnants qui remportent cette game et qui est peut-être la meilleure game quasiment du Summer Split, vraiment beaucoup de teamfight, beaucoup d'outplay mécanique. Les LDLCOL ne se sont pas laissés faire, pourtant c'était la Karmine en face. Par contre pour la Karmine, semaine en 0-2, peut-être se poser quelques questions. Ouais, Karmine, je trouve qu'il y a déjà il y a eu quelques petits soucis de draft du côté de Karmine et puis on les a sentis un peu moins tranchants. Et puis en face de la Karmine, on a des équipes qui ont trouvé leur identité lors de la semaine précédente, on en reparlera probablement. Mais donc forcément, c'est très intéressant de voir ces changements de dynamique à ce moment-là du patch, parce qu'avec le nouveau patch, la confiance et le travail va beaucoup faire la différence. Et je trouve Karmine un peu moins bon qu'au début du Summer Split. Il va falloir reprendre le contrôle. On va voir au niveau de l'agenda justement ce qui les attend. Solari contre Vitality B. Alors, une certaine forme de derby aussi s'est joué ici dans ce match et on aura eu une très très belle démonstration des abeilles presque sans discussion. Ouais, sans véritable discussion avec un skins encore une fois absolument excellentissime, vraiment une grosse semaine de sa part et le Aphelios de Smiley qui a été laissé open et qui a fait le travail tout simplement. Une des autres équipes qui reprend du poil de la bête, ce sont les BDS qui ont encore une fois confirmé contre les GameWard. BDS dans le même train que les Gamers Origin, que les LDLCOL, mais peut-être un petit peu en retard quand même par rapport à l'éveil, à la puissance de ce dernier. Mais quand même, on rajoute les GameWard à leur Death Note. Il y avait déjà les Misfits premières, mine de rien, ça commence à accumuler de belles victoires. Hein. Ouais, BDS qui prend des points, je dirais contrairement à LDLC et Gamers Origin, la notion de trouver son identité, j'ai pas l'impression
l'impression que ce soit quelque chose qui a été fait encore chez BDS. On se pose encore la question. Les drafts sont pas toujours très dans le même sens. On sait pas trop encore comment on veut jouer au jeu. Et face à eux, des Game Ward qui, eux, par contre, ont l'air un peu perdus en termes de ce qu'ils veulent faire sur la carte. Et ça se sent. L'équipe qui perd un peu de son identité par rapport à ce qu'on aurait attendu d'eux. Absolument, les attentes étaient très élevées sur cette escouade Game Ward. On a vu sur les réseaux sociaux qu'ils se sont pas mal exprimés sur le début cette semaine. Ils sont tous très motivés et c'est un petit peu do or die de leur point de vue. On va en parler juste après. Le classement, donc à l'entrée de cette 6e semaine, la Carmine toujours en première position à égalité. Alors, à égalité bien sûr au niveau du score, mais pas au niveau du face-à-face avec les Vitae et Tibi. Les Misses premières et les Solari ainsi que les LDLCOL eh bien, occupent les places suivantes à 3 victoires derrière un sacré creux qui s'est imposé ici. Ah, le top 2 qui s'envole très clairement, ça va être difficile pour n'importe laquelle des équipes de LFL de remonter. Par contre après, pour la 5e position, il y a beaucoup trop de prétendants, c'est impossible de savoir qui va véritablement faire les playoffs. Et même Misfits est loin d'en être certain et c'est quand même surprenant après le départ qu'on a vu en Summer Split. Carrément. Bah, de 3e à 9e, de toute façon, tout est absolument jouable. En théorie pure, même les Easy Dream pourraient remonter ici, même si là, on fait appel à des scénarios un petit peu plus forcés. Ouais, on extrapole un peu, mais tant mieux. On tire par les cheveux et on a beaucoup tiré. Il faut y croire, une Easy Tada, un truc un peu capillotracté. Ce serait fantastique. Mais ça doit commencer aujourd'hui. Hein. Très excitant. Très excitant. On est tous, bien sûr, en position de banger absolu. Alors, avant de commencer, bien sûr, cette semaine, je vous l'ai dit lors de l'introduction, nouveau patch 11.14 qui s'ouvre donc sur le jeu compétitif. On le connaît déjà sur le serveur live. Mais voici, pour rappel, eh bien, les points les plus importants et surtout ceux qui, à notre avis, sont les plus susceptibles de s'adapter eh bien, à notre metagame de pro player en quelque sorte. Et les premiers changements, si j'ose dire, Nocturne, nerfé de lui-même sur son passif, régénération, dégâts sur les sbires, donc la version laner, et le Stride Breaker juste derrière, donc le fameux Estropieur, qui lui aussi est tout simplement démoli. Après, je pense que c'était des nerfs justifiés. Je pense que pour l'équilibre du jeu, c'est jamais bien que des changements qui sont trop faciles à jouer puissent s'affranchir d'autant de contraintes nocturnes. Le game plan est très simple. Hein. Tu viens, tu te mets au milieu de la wave, t'auto-attaques, tu te prends tout le poke du monde, tu t'en fous, tu régènes, etc. Et en teamfight, il y avait ce slow. Bon, au début, il y avait le dash, maintenant il y a eu le slow à 90%. Je pense que ça va permettre simplement d'avoir un peu plus d'espace de counterplay. Et au lieu que ce soit un blind pick 1-2 red side qu'on voit quasiment à chaque draft parce qu'il est flexible à 3 endroits, ce serait un champion plus pocket qui va devoir s'intégrer dans une draft qui a été pensée en amont. Mais ça reste un champion qui, de toute façon, compétitivement, est toujours bon parce que l'ulti est monstrueux sur plein de plays. On l'a vu à tous les niveaux de jeu, de LFL jusqu'à top niveau Corée et Chine. Donc moi, je suis assez satisfait de ces changements qui apportent aux adversaires de Nocturne une chance de survivre. Mais un bon Nocturne qui prend les bonnes décisions devrait toujours être en mesure de jouer et de prendre l'avantage comme un Nocturne doit le faire en début de partie. Une player diff, retour d'une certaine player diff. Et l'Estropieur, ce fameux Estropieur, est-ce qu'il va disparaître sur les autres champions, les Seth, parfois les Renekton Je pense qu'on va beaucoup moins le voir, c'est une certitude, ça va être beaucoup moins prio dans le stuff des top laners, et même les top laners vont peut-être être moins piques en fonction de cet item qui était véritablement broken, donc on va peut-être voir une nouvelle méta apparaître. Et en plus de cela, les nerfs d'Akali qui font plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de counterplay maintenant face à une Akali avec les dégâts qui sont réduits sur le R et surtout ce côté où pendant qu'elle elle ne peut plus Q-spell, ce qui était quand même très très fort. Et Akali qui avait déjà trouvé ses counters avec des Galio, des TF, je pense que le champion va être beaucoup plus difficile à jouer et en tout cas plus du tout blind pickable. Il faudra vraiment être prudent maintenant. Oui, je pense qu'Akali est toujours blind pickable, contrairement à Tréton, mais je pense que c'est plutôt maintenant c'est un champion d'expert. C'est-à-dire que les mecs qui sont maîtres sur Akali arriveront toujours à faire la différence. Après, c'est un nerf un peu à la Riot parce que je pense par exemple que le E est pas du tout balance sur Akali et que c'est plutôt ce genre de choses qu'il aurait fallu ajuster. Que en termes de skill cap et d'expression, j'aime bien qu'un champion puisse faire plein de trucs, mais qu'il faille tout mettre, tu vois. Il faut mettre tous tes sorts pour que ça marche. Mais je pense encore une fois que les dégâts du E étant tellement élevés et les ratios d'Akali étant tellement élevés qu'elle remplit toujours sa fonction première. Maintenant, est-ce que ça va être first pick blue side? Peut-être pas. Par contre, je pense que c'est toujours draftable dans la première rotation avant la deuxième phase de ban. Ouais, il faut vraiment avoir un permis validé depuis quelques années pour pouvoir l'assumer au sein de son équipe. On a parlé des nerfs majeurs, on va parler des ups maintenant ou des modifications qu'on voit comme ouvrant un petit peu les options. Eh bien, observons cela. Alors, le champion dont tout le monde parle en ce moment, et Tréton, j'attends beaucoup de ton témoignage, c'est Irelia, ce fameux buff du Z qui lui permet de revenir à sa version post-rework, qui réduit les dégâts magiques subis ainsi que physiques en pourcentage, avec un scaling sur les niveaux.
le fameux passif qui passe de 5 à 4 stacks et un petit peu de CD sur le Q-spell avec l'ultimate, un peu à la Ryze, une synergie ulti qui renforce un sort. Exactement, et globalement, j'ai eu la chance, ou plutôt la malchance, de tomber contre Venour, qui est un ETP très connu Irelia en Europe, qui globalement jouait beaucoup déjà Irelia avant et qui la joue encore plus maintenant qu'il a eu ce buff. Et ça a très très bien fonctionné puisqu'il a absolument explosé la game. Et globalement, on voit énormément de joueurs d'Irelia revenir. On voit beaucoup ce pic qui revient et qui est très très fort en teamfight et qui surprend pas mal de monde puisqu'avec son nouveau Z, il devient très tanky, ce qui n'est pas forcément normalement la fonction de Irelia. Il paraît même qu'il y a des Irelia AP. Ouais, le problème c'est que là pour le coup moi je suis pas très content du changement d'Irelia parce que c'est un changement à la Riot, c'est-à-dire qu'on a abaissé le skill cap pour la rendre plus viable. En plus on a rajouté beaucoup de choses dans le kit pour la rendre un peu dans l'air du temps, la rendre méta, mais on sent que c'est pas très contrôlé et le champion quand il passe devant, déjà on sait qu'une Irelia quand elle était forte, elle était un petit peu trop forte par rapport au niveau de la game et là c'est vraiment facile de prendre ce premier kill ou ce premier trade ou ce premier base qui fait qu'après la phase de lane est simple et ça va énormément handicaper les joueurs qui blind pick des mages parce que toutes les Victor, les Orianna dans le match-up direct contre Irelia c'est très difficile et on sait par exemple en jungle on a Lee Sin qui était un peu flexible etc qui s'est fait nerf mais qui reste méta. Un Sejuani c'est jouable contre un Lee Sin et quand tu te joues contre Irelia Sejuani et que t'es un mage généralement t'as pas de game donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Irelia peut-être sur certains joueurs. Moi, mon petit pari perso, c'est Eka, tu vois. Pourquoi pas ? Je sens qu'il va essayer de toucher un petit peu tout ça. On a Lilia aussi avec quelques modifications. L'ordre général, on va pas rentrer dans le détail, mais on améliore les dégâts purement et simplement et on réduit un petit peu la mobilité, la durée de CC. Mais le buff de damage et cette petite endurance supplémentaire sur le passif, est-ce que ça ouvrirait pas des Lilia plutôt lane plutôt que jungle? Tu peux. Après, là, je trouve que c'est dommage parce qu'il retire un petit peu de l'essence du champion, ce qui fait que le Lilia et Lilia, c'était la move speed et donc c'était que les très bons joueurs de Lilia arrivaient toujours comme ça à rentrer, sortir de la zone et à kite leur adversaire. Là, ce sera moins qu'à 2000, clairement. Là, c'est un peu plus je flash QR, je W ma cible, je zonia et puis j'attends la suite. C'est plus un champion burst en fait qu'un champion kite. Je suis pas forcément satisfait du design. Après, je pense que compétitivement, c'est plus simple à exécuter. Et on sait qu'un champion qui est plus facile à exécuter compétitivement, il est généralement plus fort. On a des joueurs de Lilia un peu en LFL. Oui. On a Tonnerre qui aimait bien Lilia mid, on a Bukada forcément. Ça peut être joué aussi top lane, de ce que j'ai compris. On a quelques-uns qui doivent le sortir en solo queue. Après, il y a bien évidemment tout le rework de Tahm Kench qui change véritablement énormément. Alors je sais que Targamas se spam et le joue beaucoup en support. Il y a des supports qui le jouent beaucoup et au final ça surprend vraiment parce que quand tu joues contre un Tahm Kench et que tu es un champion mêlé, tu n'as pas de lane, c'est trop difficile contre Tahm Kench de lane actuellement quand tu es un Galio, quand tu es un Nautilus, c'est vraiment très compliqué. Par contre il y a ce côté où tu es maintenant totalement free-gank parce que ton ADC n'a plus de défense avant le niveau 6. Donc je pense que le champion va être un petit peu vu. Je sais pas si on va le pick de suite. Je pense qu'on le traîne encore en solo queue. Dans une semaine peut-être des Tahm Kench et peut-être d'ailleurs à d'autres rôles que support. En tout cas, il y a plein de projets moi, que je trouve vachement intéressants. Les Tahm Kench top, on a beaucoup de joueurs de Tahm Kench top au sein de la LFL, pour ne citer que l'un d'entre eux. On a notamment Cabochard qui aimait beaucoup ce pick à l'époque. Et on a également des combos. Alors, on a des joueurs de Yasuo dans la ligue, Tonnerre et Eka pour ne citer que. Et du coup, avec le rework de Tahm Kench, Yasuo, avec déjà la synergie Yasuo-Diana mid-jungle, moi j'ai des compositions qui me font rêver, tu vois. Et ce que je vous demande, c'est est-ce qu'il y a des équipes qui vont rêver avec ce genre de combo un petit peu banger? Je pense que ce rework de Tahm Kench, c'est celui que Mickey X chez G2 attendait toute sa vie. C'est-à-dire si tu es un joueur de support ou que tu es une équipe qui s'est jouée autour des sides, c'est le champion idéal parce que c'est un champion qui va toujours apporter un surnombre. En fait, solo lane n'était pas très fort avant parce que justement son W à vocation défensive ne t'apportait pas grand chose. Là, tu es vraiment dans une situation où tu vas apporter beaucoup de mobilité. Et donc, dans un match-up où il est fort, Tahm Kench il va pouvoir crash la wave et toujours avoir sa téléportation pour arriver par exemple mid. Ça peut être extrêmement, extrêmement inquiétant pour les match-up mid. Et bien évidemment, en support, je pense que tous les joueurs de support vont être très contents de pouvoir popper sur une mid lane derrière un match sans flash et lui dire bon bah salut, t'es mort quoi. Vive la mid lane, encore une fois, bien évidemment, c'est la lane des grands, ceux qui ont des nerfs d'acier. Voici donc pour le résumé de ce patch 11.14, ou en tout cas pour les applications que nous voyons dans le jeu compétitif. D'autres éléments ont pu être changés, des petits nerfs de Ziggs ou d'autres choses par-ci par-là, mais rien qui impacte réellement la viabilité de tel ou tel champion. Donc maintenant on va avancer sur le programme des festivités Super Week, 3 journées de compétition. À quoi ressemble-t-elle? Les voici évidemment. Alors comment on lit ça, Tréton?
On commence par à droite en haut, puis en bas à Ouais, gauche, merci. puis à droite en bas. Merci, voilà, il y a les jours en vertical qui sont. Je dois faire ce genre de choses là, tu sais. J'ai failli me tromper en Ah, mais plus, il a mis du personnellement. temps. En fait, c'est pas à toi, Twix. C'est Tréton qui a mis 15 secondes à lire mardi, mercredi, jeudi. Alors le programme, donc C'est vrai. aujourd'hui, on est en haut à droite, effectivement, gros match entre LDLCOL et Gamers Origin qui fera qui sera un petit peu plus travaillé aujourd'hui, parce que voilà, elles ont eu des résultats passionnants la semaine dernière. Et pour le reste de la semaine, eh bien, on a plusieurs dangers, mais lesquels te titillent particulièrement, Tréton? Déjà, ne serait-ce que pour aujourd'hui, moi, le Vitality B BDS m'intéresse tout particulièrement. il est incroyable. Parce que le match va être très important Le pour les Misfits BDS. Game World. Il y a beaucoup de matchs même aujourd'hui qui sont très intéressants. Je te rejoins. AMSS Solari, l'air de rien. Pour les playoffs, j'en parlais un petit peu avec Zab avant, va être aussi très important parce que pour Solari, il faut réussir à engranger beaucoup de victoires. Mhm. Et après, je t'avoue que le Vitality B Géo jeudi me met aussi très bien. En tout cas, si on veut regarder un point essentiel, c'est-à-dire le planning de la Carmine qui est actuellement en 0-2 quand même, pour voilà, l'équipe qui a occupé la place numéro 1 pendant de nombreuses semaines, il faut s'intéresser à leur menu. Un menu plutôt allégé quand même quand on regarde les affiches. Ouais, on est à la diète pour Carmine, puisqu'on est, on est quand même contre Easy Dream, MCES, bon, qui sont quand même dangereux. Et en plus, on a un Game Ward qui pour l'instant est en perte de vitesse. Donc, bon, j'espère, bien évidemment, je souhaite à tous les joueurs et au staff de Game Ward de remonter la pente cette semaine. Mais c'est vrai que, a priori, pour Carmine, ça doit être une semaine en 3-0. C'est le moment où tu mets une photo de tes joueurs au restaurant et tu dis celebrating 3-0 week, quoi. C'est ce qu'attend le Blue Ball, hein, j'ai l'impression, hein, en tout cas. Et on va regarder maintenant d'un peu plus près eh bien, ces équipes qui, encore une fois, montent en intensité. On vous parlait de Gamers Origin, on vous parlait de LDLCL, on vous parlait également de BDS, mais il y a également les équipes qui sont dans l'état de forme inverse, comme les Misfits premières, qui enchaînent quand même pas mal de défaites maintenant. Et vous les voyez, eh bien, ces 5 équipes eh bien, sont simplement à une partie d'écart et font partie des prétendants les plus viables, dirons-nous, aujourd'hui, à ces fameux spots de play-off. Ouais, c'est aussi les aléas du BO1, c'est-à-dire que c'est des équipes qui ont des structures qui vont... les joueurs savent pas jouer tous les types de compos. Et donc, dépendamment du patch, de la méta, tu as des équipes qui vont être beaucoup plus fortes à un moment donné, un peu Bien moins sûr. fortes après. Ce qui est intéressant, vraiment, pour moi, c'est la montée en puissance de Géo qui, dès le début du split, ont décidé de jouer ce jeu très proactif, très agressif, très difficile à exécuter et qui ont réussi à le faire. Et donc, c'est vachement encourageant. On a envie que Géo gagne, tu vois. On a envie de les voir gagner parce que c'est un beau League of Legends. Et puis, on a cette identité des LDLC. J'ai l'impression que Eika au service d'Exa, c'est un peu ce qu'on avait envie de voir depuis le début de l'année et c'est en train de cliquer aussi. Et de l'autre côté, Misfits, qui ont un peu surnagé avec Inquiétant. leur macro. Il y a plus trop de, c'est pas fluide, quoi. Bah, ils ont aussi surnagé par la phase de lane qui était toujours très dominante. Actuellement, en termes de phase de lane, ils le sont plus tant que ça. En mid-game, ils arrivent pas forcément à bien se regrouper, à prendre de bons teamfights. Totalement à l'inverse de, par exemple, Solari, qui, même s'ils ont fait une lose, eux font toujours des très très bons teamfights, sont toujours très très forts au regroupement des dragons et du coup ont cet avantage pour eux. Donc les Misfits, en réalité, quand tu regardes l'opposition, c'est possible qu'ils ne fassent pas les playoffs. Eh bien, on va en parler justement. On va faire un focus tout particulier sur Gamers Origin et Misfits première et LDLCL, pardon, qui s'affrontent aujourd'hui. Alors, pour commencer par le scénario, on va dire idyllique, eh bien, on va voir un petit peu leur côté les plus tranchants lorsqu'elles sont dans une dynamique de victoire, puisque cette dynamique-là, elle est plutôt récente, notamment pour Gamers Origin. Donc, ça permet de pas mal cibler où est-ce qu'il y a eu véritablement du mieux. Et donc, messieurs, on voit une équipe ici qui est très très dominante dès le début de partie. Encore une fois, c'est un choix tactique, je pense, de tout le staff, Glopo, et de la discussion qu'ils ont eue avec les joueurs avant que le split commence, dans la manière dont ils ont recruté, où ils ont structuré le projet. On sent qu'il y a une vision qui est on veut jouer à League of Legends, comme on le voit au Worlds, comme on le voit en Chine, qui est un League of Legends très difficile. Alors bien évidemment, en termes de laning, d'exécution, etc., on l'a vu, il y a beaucoup de ratés. Le premier match contre Carmine ou ce Bien dive sûr. qui détruit. Parce que quand tu veux jouer comme ça et que tu rates très fort. Mais par contre, quand tu gagnes, et on le voit notamment au niveau des chiffres, il y a une capacité à créer un chaos très très tôt dans la partie avec des champions qui veulent faire ça. Et ça marche très très bien quand ils sont devant. Et en fait, tout simplement, ils jouent très très bien autour du support jungle, ce qui est une opposition de style avec la LDLCL qui, pour moi, prennent plutôt la priorité via la mid lane, via Eka avec le mid jungle. Et après, vont aider leur carrière AD, là où les Gamers Origin, Mersa, dès qu'il peut, ils se regroupent avec Karim KT, ils essaient d'être proactifs au maximum. On saisit toutes les opportunités. Ce qui était le problème un petit peu de Gamers Origin, c'est que parfois ils se faisaient un petit peu attraper par leur play un petit peu présomptueux, c'est-à-dire ils n'avaient pas forcément le next move, l'ATP ou la réaction de l'équipe adverse. Et c'est pour ça qu'on voit dans les games où ça se passe mal pour Gamers Origin, ça se passe mal extrêmement vite. Les dives sont loupés, on se fait complètement avoir par un surnombre et on s'effondre assez rapidement.
Ouais, alors je dirais LDLC. Moi, je trouve que quand LDLC perd, j'ai vu vraiment des matchs où j'avais l'impression qu'il s'était vraiment rien passé. Après, ils ont eu quelques drafts un peu. Là, je les mets de côté. Mais j'ai trouvé que le seul risque que je trouve pour LDLC, c'est qu'ils passent pas la phase de lane dans certains match-ups. Où le mid-jungle va se faire dépasser ou ce genre de choses. Parce que vu qu'ils ont besoin justement de gagner le mid-jungle pour pouvoir activer leur compo, et ils ont besoin d'attendre que Exa ait quand même quelques items et qu'il ait certains champions, ils n'ont pas des conditions de victoire qui sont trop dures à deviner pour l'adversaire. L'avantage de Geo, c'est que même dans la défaite, le jungle support est toujours bon. Ouais. Ils font des hints, ils font des in-play, ils vont trop loin, ils sont trop agressifs, ils font pas attention à inward derrière eux. Mais en termes de déplacement sur la carte, Ça joue. Mersa, Karim, c'est tout le temps au bon endroit quasiment. Dans les 15 premières minutes, ils sont toujours au bon endroit. Et donc je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser. LDLC, ils vont être dépendants de la draft et de la qualité du jour des laners, notamment dans les 15 premières minutes de jeu. Ben justement, on va parler de ces fameux laners, on va parler plutôt des bot laners, puisque ces deux joueurs ont eu une semaine où ils ont affronté la Karmine Corp et où ils ont été très visibles au niveau de leur performance. Donc on va reprendre leurs statistiques. On va commencer par Exakik dans le match contre la Karmine, ce fameux Ezreal qui était drafté pour être littéralement, traitons, un Ezreal de 1v9. Il avait beaucoup de responsabilités. Et il a un V9, même si après sur les RS, il a dit j'aurais pu mieux jouer, j'ai pas si bien joué, etc. Blablabla, mais c'est parce que tu vas être le plus parfait possible quand tu es joueur pro. Oui, bien sûr. Mais globalement, FC1, voilà. il a été très très bon, et même en duo avec DOS, je trouve que ça marche beaucoup mieux maintenant. Ils sont beaucoup plus agressifs en phase de lane, ils arrivent à prendre un petit peu plus de priorité. Ezreal Karma pour rappeler le combo. Exactement, et du coup, Exakik peut sortir devant en phase de lane, et quand il a des goals d'avance à 15 minutes, c'est un joueur qui peut mettre beaucoup de pression sur une partie. Ouais, c'est marrant parce que Tréton, il a beaucoup joué avec. Moi, j'ai travaillé avec lui un peu l'an dernier. Et je trouve que Exa, c'est un joueur qui va gagner énormément au niveau de jeu. Il a besoin encore d'apprendre beaucoup de choses sur la manière, tu vois, de travailler et tout. Mais tu sens qu'en termes d'expression, de talent Pur, ouais. et de capacité à voir des choses que d'autres joueurs ne voient pas, quand il est bien concentré, c'est un joueur qui est exceptionnel. Moi, j'attendais beaucoup de lui cette année parce que c'est un des rescapés de l'aventure LDSC de l'an dernier. Il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, je dirais, au niveau qu'il a pu faire l'an dernier. Et là, on commence à voir le Exa que moi j'ai vu l'an dernier, avec lequel Tréton joue souvent en duo, enfin jouait en duo Q quand c'était possible l'an dernier. Et j'ai très envie de continuer à le voir performer à ce niveau-là. Est-ce qu'on a envie de le revoir sur Mundo, peut-être, malgré tout? Non. Parce que c'est pour ça qu'on ne prend pas les stats de la saison. Hein. C'est parce que ces stats sont pétés par Mundo. En plus, ce qui est très bien pour Exa et qui fait qu'actuellement on va le voir très très bon, c'est que bon, s'il joue pas Mundo, Ouais. s'il joue Kalista, Aphelios, Ezreal, c'est parmi ses tout meilleurs champions ever, et c'est la méta, ça tombe bien. Donc normalement, c'est le moment où il est le plus fort. Et il va jouer quand même contre une botlane qui est aussi très très forte. Et pour moi, les deux botlanes en termes de 2v2, hors le top 3 de la LFL, c'est les deux seuls qui sont capables d'avoir ce niveau justement de top 3, d'être vraiment très très dominant. Pour moi, c'est les deux meilleurs botlane hors le top 3. Bah, faut parler d'Inax, hein, parce que sa Kai'Sa contre la Karmine, elle était absolument incroyable. Vous voyez ces stats ici, il n'y a absolument rien à dire sur la performance bien sûr de l'individu. Après Inax, clairement, il descend du LEC, il a vu des matchs plus difficiles que ça. Ouais, Inax, je l'avais trouvé plutôt décevant au Spring, pas aussi régulier. Je trouve que là, il est vraiment bon. C'est un joueur qui, contrairement à Exa, je pense, est plutôt sur des champions 1, 2, 3 items. Là où Exa est plutôt sur des champions 1, 2 items, les Ezreal, Kalista, que je trouve vraiment Exa s'exprime le plus. Je pense qu'il y a une opposition de style dans la manière de jouer des deux équipes, mais aussi dans le profil des ADC. Et donc pour moi, directement dans la confrontation directe, on va regarder très tôt si tu vois DOS et Exa, ils prennent la game en main. Parce que s'ils la prennent pas en main, j'ai peur que en face, tu vas dans les phases de teamfight, je mettrais plutôt la balle sur Inax. Très bien. Et toi, Tréton? En termes de phase de lane, ça va être super intéressant parce que de toute façon, les deux sont très bons laners, et justement, celui qui va avoir la priorité va donner la priorité à son support. Et Mersa et DOS, on sait que c'est deux mecs qui aiment tout de même bien roam, qui aiment appuyer la carte. On les a vus prendre des bottes de mobilité très très tôt. Et j'avoue qu'en teamfight, Inax sur sa Kai'Sa et sur son Aphelios aussi peut faire vraiment très très peur à LDLC. Il va falloir le contrôler absolument. Dernier poste, bien sûr, poste central. On va pas forcément parler des supports et des junglers, on va directement parler de leurs victimes, les mid laners. Et ici, donc on a Ronaldo contre Eika, et on a des profils assez différents. Enfin, tout le monde est différent de Eika au sein de la ligue, car il n'y a que lui qui joue autant de champions. Il est en une game, un champion, hein, quasiment, ce Summer Split. Eika, je le connais. Tu le connais bien, toi. Donc, comment est-ce que tu le vois dans l'ambiance face à CR7? Alors, on s'est vu 2 mois après, il y a eu le Covid, du coup on pouvait plus se voir physiquement. On a bossé ensemble quand même pendant quelques mois. Eika, c'est un profil très unique. D'ailleurs, je pense que c'est pas facile de l'exploiter à 100% dans une équipe, parce qu'il a besoin d'avoir des gens vers qui il va se projeter. Il a besoin d'avoir un ADC qui veut des ressources, il a besoin d'avoir un top laner. Eika, c'est quelqu'un qui va donner de l'espace à son équipe. Et il a aussi une grosse qualité qui n'est pas toujours utilisée correctement, c'est qu'il a un gros champion pool. Il joue en solo queue, tu le vois très rarement jouer 4-5 fois de suite le même champion. Dans une méta comme celle de cette année,
où il y a énormément de possibilités de draft. Eka, c'est un atout énorme, mais je pense qu'en termes de système de jeu, c'est pas toujours facile de dire on va tout mettre sur un des side laners. Et là, je pense que LDLC commence à toucher du doigt quelque chose à confirmer cette semaine. Surtout que c'est très intéressant parce que c'est deux joueurs qui ont eu un spring très compliqué, Eka en LFL et Ronaldo en LVP. On pouvait se poser la question, est-ce qu'ils sont un peu finito, est-ce que ça va être compliqué ou pas? Et au final, les deux reviennent à un super niveau. Je pensais pas qu'Eka aurait un niveau aussi haut au Summer avec autant de champions. C'est véritablement impressionnant. Et du côté de Ronaldo, on a l'impression aussi de le revoir dans les belles années de la LFL. C'était juste l'année passée, tout simplement, où il était vraiment très très dominant. Donc les deux sont à leur prime et c'est justement ça qui rend le match-up mid-lane encore plus intéressant et encore plus important pour les deux équipes. Bien sûr, il va être très important. On va regarder, pour terminer ce focus, la kill map de nos chères deux équipes. Donc, kill map des mid-laners de 0 à 15 minutes sur les 2 derniers matchs pour voir un petit peu où est-ce qu'on met le cap. Et on illustre tout simplement vos propos, messieurs. Eka, il donne. Il donne. C'est un frère. En fait, si Eka, tu lui dis écoute, voilà, genre tu prends Sion mid et tu décales, tu dives sur toutes les waves. Je connais assez peu de mid laners avec qui j'ai pu travailler ou même discuter qui ont cette mentalité de dire moi je ferai ce qu'il faut pour l'équipe. Et Eka, il fait toujours ce qu'il faut. Le trade-off, c'est que par contre, vu qu'il joue beaucoup de champions, tu vois, si tu le mets sur un pick comme Syndra, je pense que par rapport, je sais pas, si je prends à Larsen ou Toucouille par exemple, il va pas forcément avoir, tu vois, ces 1-2 spells un peu clutch, etc. Mais par contre, si tu dois jouer Sejuani, Irelia, Blind alors qu'il l'a pas joué depuis 3 semaines, il le prend, il le joue, et s'il doit les flash, burn son flash et mourir et perdre sa phase de lane après pour enable son ADC, il est capable de le faire. Donc moi je trouve que c'est un joueur qui a un profil très intéressant, mais difficile quand je disais encore une fois à exploiter pour un collectif parce qu'il fait énormément de choses et on le voit de toute façon sur sa hitmap et j'espère que Soaz forcément le connaît très très bien, j'espère qu'ils vont continuer là-dessus et qu'ils vont continuer à mettre Eka au service de son ADC qui en ce moment est dans un état de grâce. En tout cas, pour le moment, ça marche du feu de Dieu. Donc, cet affrontement, bien sûr, sera palpitant, et il sera ce soir. On vous le rappelle. Et pour terminer, enfin, un petit point sur le classement, mais le classement un peu plus complet cette fois-ci, parce qu'on s'approche de la fin de saison régulière, de la fin de saison 2021. Et on sait qu'à la fin de l'année, il y a les up and down, les montées, les descentes. Et actuellement, le point sur les puntos de championnat, eh bien, le voici. Résultat direct du spring, donc du segment de printemps. Easy Dream, MCES, les deux équipes qui sont actuellement en difficulté et qui sont les plus susceptibles d'avoir un petit affrontement Div 2 à mener. De toute façon, c'est loin d'être fini. Je pense que MCES est encore capable de revenir, de gratter quelques places. Maintenant, pour Easy Dream, ça semble très très difficile de ne pas être relégable à la fin de l'année, malheureusement, pour le Phoenix Bleu du Sud. Bien sûr, le Phoenix Bleu. Ouais, c'est dommage pour MCES parce que c'est un projet sportif qui s'est dessiné à l'intersaison avec on peut dire un faux départ, mais ils ont quand même réussi à assembler une équipe qui sur le papier, il y a beaucoup de gens qui diraient que MCES au début du Summer Split c'était un même et ils montrent qu'ils arrivent à gagner des games, donc moi je trouve ça vachement réjouissant. Easy c'est plus difficile, on n'a pas réussi à avoir un second souffle. Bon, après, ça reste un up and down, hein. C'est pas un down-down, quoi. C'est pas un down-down, il y a un match à jouer, il y a de bonnes probabilités mais il y a des belles ça se passe équipes bien. en Div 2, il y a de très belles équipes en Div 2, il y a beaucoup d'individualités. Donc ça va être, ce qui est important, c'est que les joueurs et le management comprennent que c'est pas un down-down, il faut rien lâcher, parce que c'est maintenant que tu prends l'expérience contre des Carmine, etc., pour avoir la confiance de gagner ton up and down au moment où ça va arriver, même si c'est inexorable. On demandera à Easy Dream à l'occasion quand ils passeront sur le plateau. On termine avec les pronos rapidement, messieurs, juste histoire de les lancer. Chips qui est toujours l'architecte et qui, voilà, les pronostics sont de manière générale les mêmes, sauf pour le premier et le quatrième match où là, voilà, quelques avis divergent. Mais bon, on est tous à peu près d'accord aujourd'hui sur l'issue des rencontres. C'est rare, je te rejoins. Tout le monde se copie. Moi, je donne un petit MCES contre Solari. Un petit MCES contre Solari ? Ouais, moi, je sens le MCES. C'est pareil à vous. Peut-être que tu vas nous le commenter. On verra comment ça se passe en toute fin de soirée. Mais actuellement, mesdames et messieurs, on va pouvoir lancer notre Super Week. Et le premier match pour célébrer cette entrée en matière, eh bien, c'est Mrs Première contre GameWard. C'est dans quelques instants sur ETPLOL. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Du côté des Vitality, on montre une certaine constance. On peut parler de top 1 égalité maintenant avec la Carmine dans la ligue.
On enchaîne le Red Buff. Oh là là, qui est très bon avec l'auto-attaque et on viendra récupérer le kill. 4-0-4 pour notre ami Skins. 100% de kill participation, très tombé. La semaine qu'il fait de LFL est vraiment illégale pour le coup. C'est la même équipe potentiellement, quoique Smiley est encore en vie. Skins de Smiley qui donne absolument tout. Skins qui continue, Skins qui récupère un nouveau corps et qui doit maintenant s'extraire de la incroyable. Pour Skins. Gamers Origins, il y a quand même un standing à respecter et ils ont tout à fait l'air d'être back on track. L'éruption solaire en plein milieu, Stertus a pris beaucoup de dégâts. Mais l'arrivée de Schlatan, est-ce que ça peut suffire avec les dégâts de cette Diana, la fatigue positionnée et on va devoir partir. Karim qui ne s'arrête pas et le doublé de Karim. Et par contre Cabo qui va se prendre la partie la plus ultimate. On s'était découpé du côté de Cabochard et Inax. Ça passe complètement, Xpati qui va tomber lui aussi. Et je crois bien que c'est On a un nouveau bad boy in town, effectivement. Gamers Origins, c'est 4 victoires d'affilée et un 2-0 cette semaine. Gamers Origins sont là, ils ont faim. I really think that we're gonna be the best team in Heroes when the split is over, so that's the goal always. Il va directement ici de la part de Slin, on vient complètement lock, Steelback qui va tomber. Est-ce que Elite peut récupérer un de l'autre côté? On a STP en train de découper Asa. Quel travail de la Gwen de l'autre côté qui ne va même pas mourir. The game de Rise et Smiley qui vient clean up le fight, mettons. Ronaldo peut-il faire la différence dans la mêlée? Les dégâts sur Silam, sur Ronaldo qui récupère les kills, qui peut enchaîner avec une âme de Varus ici qui enchaîne parfaitement sur Special, qui lui aussi va tomber. Triple kill pour Ronaldo. Bonjour à tous et bienvenue donc pour le début de cette première journée de cette Super Week de la LFL. Gameward, Misfits, première, Zab. Très gros match pour commencer la semaine. Deux équipes qui sont directement au coude à coude pour jouer les playoffs. Ouais, au coude à coude et surtout en perte de vitesse. Chips, hein, Misfits, on l'a dit, ils étaient sur 3 défaites consécutives. Gameward aussi, on a du mal à comprendre exactement, tu vois, l'orientation des drafts, la position de Toucouille notamment dans ces drafts. Ils ont essayé de jouer un Rumble Mid avec un Jarvan la semaine dernière, ça n'avait pas marché. Cool, un peu vraiment avec un Galio en plus, donc vraiment le côté gros ulti de zone. Et je me disais, ouais, c'est vrai qu'il y a 2 carries immobiles en face, mais... Est-ce que c'est ça l'air du temps ? On va voir nouveau patch, donc on va justement pouvoir voir les changements associés à la méta. Toujours le Xin qui va être sorti du côté de Gameward. A priori on va pas beaucoup le voir. Là le blanc qui remonte en puissance doucement sur ce patch. Lucian a fait Dios de sortie. Pour l'instant on est sur du classique. A noter quand même le ban de Jace qui est un truc misfitien. Oui, alors c'est vrai que qu'Agressivo le joue de temps en temps. En plus, c'est même pas vraiment un flex pick chez Misfits Première, pour ce qu'on a vu de leur côté. C'est vraiment que le ban Aphelios, on a tendance à plutôt vouloir ban Thresh en général qu'à Aphelios. Oui, après, oui c'est vrai. Après, Braum Aphelios c'est jouable, mais bon, tu veux pas blind Braum. Ouais. On en a un peu parlé des duos d'Aphelios et c'est quand même un champion. Il est un peu dans les grandes ligues, il est un peu mono support quoi. C'est quasiment que Thresh. Ouais.
Et même avec Thresh, finalement, il a un win rate, c'est au-dessus de 50% avec le duo, mais c'est pas insane non plus. Donc, nous, notre réflexion la semaine dernière, c'était aussi de se demander si c'était pas un peu bait, tu vois. Est-ce que ça valait autant de priorité, ce duo de champion, même s'il est fort? J'arrive pas trop à savoir, j'ai l'impression que les joueurs ont peur d'Aphelios plus qu'autre chose, et je pense que t'as pas envie de le jouer parce que ça te met pas en confiance. En fait, de savoir qu'il y a un moment dans la game où t'as un champion qui va pouvoir 1v3, que t'as tellement peur que ça te force à jouer agressif, et donc tu fais des bêtises. Et donc du coup tu te dis bon, Aphelios c'était le problème, alors que si tu joues bien contre Aphelios t'as pas de problème. Viego de sécuriser, en face la réponse, on disait le blanc monte en priorité parce que les mages qui généralement font la lane contre le blanc sont un petit peu moins forts, on pense à Syndra. Ouais, complètement. Et Toucouille, historiquement, il a toujours bien aimé jouer le blanc aussi, c'est un pick qu'il chérit. Le Lee Sin, donc le bon vieux duo Lee Sin Leblanc qui déjà au patch précédent revenait pas mal, bon, et encore plus d'actualité de nos jours. C'est un classique maintenant, bah forcément la chaîne de Leblanc, setup pour le Lee Sin, et voilà, et ainsi vont les dégâts. Attention, Misfit qui a l'air de partir sur une draft peut-être plutôt patch précédent avec cette Diana Jungle et les bruiseurs AD sur les lanes. Alors, à savoir ce qu'ils peuvent jouer au niveau de la mid lane, je pense pas que Viego soit un bon match-up contre le blanc. Non. C'est intéressant là, le fait qu'ils aient montré Corki. C'est vrai que de tout temps, ça a souvent été un pick apprécié, Corki, notamment parce que tu pouvais build X-Drinker rapidement et du coup un peu te mettre en sécurité. Mais c'est quand même assez weak, Corki, en ce moment, j'ai l'impression. Enfin, comme d'habitude, ça met beaucoup de temps à monter en puissance. Ah, il faut, tu dis à ta bot lane, écoutez les gars, on joue sur mon package. Perdez jamais la prio pendant 30 minutes et après on gagne. On joue sur mon package. Le Ziggs? Oui, alors complètement. Ziggsbot du coup pour les Game Ward. Ziggs qui... alors on a senti les prémices quand même dans le patch 11.13 vis-à-vis du champion. Et a priori, il n'y a pas de raison qu'il descende en priorité. Et il devrait même monter avec les équipes qui ont fini peut-être par adopter petit à petit le pick en scrim, etc. Je pense que le pick de Ziggs est très intéressant. Cependant, je l'aurais beaucoup plus vu du côté des Misfits premières qui vont avoir des bruiseurs AD sur les solo lanes avec un Ziggs mid qui va clear perpétuellement pour forcer les adversaires à jouer sur les sides. Là, en l'occurrence, on sait déjà qu'on a une Leblanc, donc on a beaucoup de dégâts magiques. Une Leblanc, généralement, elle veut être seule en dégâts magiques dans sa team pour maximiser sa pénétration. Là, on va pouvoir build de la résistance magique, donc la Leblanc va être moins efficace. Et surtout, ils n'ont pas un champion de side fort pour l'instant pour que ce wave clear du Ziggs sur la mid lane soit vraiment intéressant. Donc j'ai du mal à lire l'orientation de ce Ziggs, même si j'adore le pick sur le patch actuel. Le pick est fort, je suis d'accord. Et du coup, là, Misfit première qui, logiquement, target des champions... Des champions qui peuvent faire beaucoup de dégâts physiques top. Renekton y passe. Alors il y a d'autres possibilités, hein, bien sûr. Fiora, tu vois quelque chose qui se il y a toujours un Wukong par exemple aussi, mais alors voilà, Wukong, il n'y a pas toutes les équipes qui pratiquent. Cependant, je crois que Game Ward, ils ont un passif avec Wukong pour Irrelevant. Là, il faudrait vérifier. La question, voilà, Misfits première, ils doivent essayer de se prémunir parce qu'ils vont devoir blind pick cette top lane. Il y a très grande chance que Game Ward, ils vont pas jouer le counter pick support avec un Zig. Donc là, normalement, on va avoir le support qui va être dévoilé du côté Game Ward et ce fameux counter pick top lane, une Fiora. Alors pourquoi pas Fiora. Tiens, je vais aller voir un peu, je vais essayer de trouver le shampoo d'Irrelevant un peu pour avoir... un bon aperçu de ce qui pourrait Irrelevant. Il a joué de Wukong, il a joué des Gnar, il a joué des Seth. Bon, il y a quand même des champions à disposition. Ça a counter pick top donc pour les Game Ward. Rakan, très bien. Bon contre Rakan, Alistar, toujours très bien. Bon, il y a pas mal de choix contre Rakan. Après, bon, la plupart ont été ban. Tu veux pas prendre Braum contre Rakan. Ban Leona eux-mêmes, les Misfits premières, qui reste quand même un des meilleurs champions en général en lane contre Rakan. Tu peux jouer Rel peut-être. Ouais, mais Alistar... Théoriquement, je pense que pour Jack Troll, c'est le pick le plus naturel dans le Champion Pool Support. Et puis là, bon, la question, qui mid contre Seth Leblanc? TF, Ryze est en ban. Ils ont failli le pick tout à l'heure. Il y a Lissandra qui existe. Après, il y a beaucoup de dégâts magiques. Lissandra, Diana, c'est pas foufou. En AD, il n'y a pas grand-chose hein, contre Leblanc. Ah, ou alors tu peux jouer un truc comme Panthéon. Mais pas mal, bon, les bruiseurs AD... Contre le blanc, c'est pas évident parce que au moment où tu appuies sur ton W, si elle represse elle son W, tu fais pas grand chose. Alors ça. Donc ça va être Viego mid. Bah, a priori, que ce soit Viego ou Gwen, les deux champions n'ont pas un bon match-up contre le blanc dans tous les cas. Donc, bon, la mid lane semble être bien partie pour les Game Ward. Et du coup, qu'est-ce qu'on pick top?
Un 7. Le 7 pour Irrelevant, c'est reparti donc. Très bien. Mais le pic de 7 qui a généralement envie de groupe. Et là, à part l'ulti du Ziggs pour aller justement en combo avec le R du 7 et la LeBlanc qui viendrait en flanking, j'ai peur qu'ils aient une grosse phase de burst. Mais que si jamais l'équipe adverse résiste à cette phase de burst, en termes de damage sur la durée, Viego, Gwen, Diana, ça va être très très dur de rivaliser. Donc ils ont intérêt à être énormément devant pour pouvoir one-shot les joueurs de Game World. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'aurais bien aimé, tu vois, je parlais du pick Wukong, mais je me dis avec devant un champion comme Ziggs sur les phases de siège ou de contestation d'objectif, champion comme Ziggs qui poke, qui garde la range, derrière t'as un Wukong qui se cache dans un buisson, qui peut assassiner facilement un champion comme Varus. J'aurais trouvé ça pas mal dans l'idée, et peut-être que 7, parce que le truc 7 c'est que je pense que c'est un moins bon pourfendeur de backline que Wukong. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Même s'il peut être bon, mais peut-être un peu moins tout de même. Bah, moi j'ai bien 7 justement dans des compos où tout le monde va essayer d'aller dans la backline. On pense bien évidemment 7, Diana, Kai'Sa, ces compos où on appuie tous sur R et d'un seul coup la backline adverse implose. Là on a un peu une différence d'idéologie dans la manière dont on veut jouer, de paradigme, où on a des champions qui veulent aller très très fort dans la backline et on a des champions qui veulent jouer très très doucement et très très loin finalement en tapant plus ou moins sur ce qu'ils voient. Donc, je pense qu'en termes de teamfight et de contestation d'objectifs, ça va être difficile pour Game World de créer un plan de jeu simple. Et donc il va falloir qu'ils soient très créatifs au niveau de la vision, au niveau du positionnement, pour arriver à leur fin. Là où en face, ils ont des champions, t'appuies sur les boutons et ça marche. Ouais. Va falloir que Tuku il soit bon, notamment pour trouver le petit buisson dans lequel il ne sera pas repéré, qu'il trouve un flanc. De toute façon, avec 7 le blanc, il faut essayer de trouver des flancs aussi, si possible. Donc c'est vrai qu'au niveau de la manœuvre, il va falloir être, tu l'as dit, créatif, intelligent, côté Game World et chez les Misfits premières. Écoutez, on va voir ce que ça a donné, même si encore une fois, là sur le mid-jungle notamment, je les vois en difficulté. Et c'est là où Game World doit frapper fort, parce que peut-être qu'il y aura moins de problèmes à trouver de bons setups en teamfight s'ils ont un gros avantage en early game build par leur mid-jungle. C'est sûr, mais là encore une fois qu'ils gagnent le mid-jungle, où vont-ils? C'est-à-dire que le mid-jungle gagne, là le blanc peut prendre un recall, mais est-ce qu'elle va aller top pour aller sur un set qui va se battre quand même contre une Gwen ou un... Ou t'essaies de donner aux Ziggs la possibilité de prendre des tours avec sa charge au sol. Mais il a pas... Le truc c'est que contre Varus, en début de partie, forcément un champion AD va l'emporter en termes de push sur le champion AP. Donc le Ziggs va commencer à push au moment où il aura son chapitre perdu. Il va avoir suffisamment de mana justement pour utiliser ses sorts régulièrement. Donc cette LeBlanc, j'ai peur qu'elle gagne, mais qu'elle n'ait pas grand chose à faire. Et une fois qu'elle revient et qu'elle sera sur la mid lane, en face ça aura scale, ça aura acheté des egg drinkers, ça va acheter un peu de MR, bien évidemment des sandales de mercure. Ouais. Et une fois que ça va encaisser le burst initial de Game World, a priori ils vont juste se jeter sur ce qu'ils voient. Et ça risque d'être un lâcher de chien. Maintenant, si Game World arrive à prendre un bon trade en lane, notamment au niveau du bot side, un bon gank sur le set, et qui prennent ce lead en gold, c'est une compo qui peut être très intéressante et qui peut, comme tu le disais avec le Ziggs, prendre des tours super rapidement et snowball. Pour moi, vraiment, dans leur situation, de toute façon, avec le mid-jungle qu'ils ont, le moment clé dans leur league game, c'est vraiment le héros de la faille. S'ils arrivent à prendre le héros de la faille avec Ziggs, derrière, tu peux snowball, tu peux enchaîner, et pour l'adversaire, ça peut être très difficile de rester au contact en gold. Donc je pense que Game Wars a vraiment un gros coup à jouer là-dessus. Maintenant, on verra, parce que comme tu l'as dit, Varus, très puissant en lane. Donc il y a aussi un monde où la bot lane des Misfits premières peut se projeter vers le héros de la faille, et du coup un peu à neutraliser le mid-jungle plus puissant des Game Ward. Ouais, on va voir justement qui va avoir la priorité, qui va avoir le crash autour des 7 minutes. Pour justement pouvoir reset après ce crash de wave, revenir au niveau du Herald, de sortir soit 5, soit 4 en laissant l'ADC au niveau du bas de la carte. Et ça va être super intéressant à suivre. La question que je me pose par contre, c'est qui pour tenir cette LeBlanc? Parce que cette LeBlanc en side, LeBlanc actuellement c'est très fort, c'est remonté en priorité. Ouais. Est-ce que Gwen bat LeBlanc en side? Est-ce que Viego peut tenir le blanc? Parce que c'est peut-être ça la porte de sortie des Game World, c'est de s'en foutre, en fait, de laisser le set dans le foreman et de laisser là le blanc mettre la pression seul sur les côtés de la carte. Ça peut être une situation intéressante. Je n'ai pas la réponse. Ça va, je pense, comme tu le disais, dépendre énormément de l'état de forme de cette LeBlanc dans la game. Ouais, Tuku, il a un gros match devant lui, effectivement. Il a les clés pour mettre son équipe devant. Il a des possibilités en side. Écoute, ce pick LeBlanc va être très important. Mais bon, j'ai envie de dire, comme d'habitude, une bonne Game Ward, c'est toujours une bonne game de Tuku, exactement.
Exactement. Et je pense d'ailleurs c'est ça que j'avais pas forcément vu chez GameWard et que j'avais envie de voir, c'est de mettre du jeu au service de Toucouille, d'avoir un plan de jeu où on sait que à 2 à 3 items, il est vraiment très bon. Et on est parti pour le premier match de cette Super Week, mesdames, messieurs. Misfit première face au GameWard. Et on est parti donc, très grosse première affiche pour cette Super Week de la LFL. Misfit première et GameWard, encore une fois, 2 équipes, comme je le tweetais Zab, on a 7 équipes qui se tiennent en deux victoires seulement. Donc c'est énormément, c'est un peu les chauffourés au milieu de la ligue actuellement. Et les GameWard, ce serait une grosse victoire là, prendre ce match contre Misfit première parce qu'encore une fois, ils sont à la lutte, mais ils sont dans la partie basse des équipes qui contestent les playoffs. Tout à fait, mais de l'autre côté, on a Misfits qui est en perte de vitesse. Donc c'est un match pour se rassurer et essayer de casser ces mauvaises dynamiques de part et d'autre. Donc j'ai l'impression que l'équipe qui va gagner cette game va avoir beaucoup d'avantages. Et on a une fatigue du côté de Aggressivou. C'est quand même assez rare. On a vu des Ignite pas mal, mais fatigue. Après, c'est peut-être. Avec la fatigue, l'avantage, c'est qu'en side contre le blanc, il peut pas mourir. Effectivement. Alors, est-ce que fatigue serait pas plus efficace dans ton duel face à 7 que Ignite? Parce que j'ai quand même l'impression qu'en early, Irrelevant, d'ailleurs, il avait joué la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, un set contre une Gwen. Il avait gagné son early jusqu'à int un play qui derrière l'avait mis derrière. Mais j'ai quand même l'impression que les bons sets ont l'avantage en early game contre Gwen. Et peut-être que pour Gwen, c'est... Je sais pas exactement, hein, je suis pas je suis pas spécialiste du match-up, mais peut-être que c'est plus impactant d'avoir une fatigue aussi dans le 1v1. Tu l'as dit, après, face à le blanc, ça a de la valeur. Et face à 7 face à 7, peut-être. Honnêtement, c'est dur. Je pense que 7 quand même a le match-up en early. Je verrai pas 7 gagner. Mais bon... Peut-être que peut-être qu'il veut pas tuer, qu'il veut juste pas mourir, peut-être pas prendre de dive. C'est difficile parce que, à moins de connaître vraiment chaque plan de lane, là ce qu'on voit quand même c'est qu'avec sa fatigue et son niveau 1, il a pris l'avantage. Attention à ce W là. Oh, ça fait mal là, du côté de Jack Troll. Ignite qui a été utilisé par Prime. Jack Troll qui doit reculer, qui a pris énormément de dégâts. Et Alistar au niveau 1, c'est pas le roi de la lane hein, bien souvent. Et malgré la puissance de Varus, on est en difficulté pour l'instant du côté de Jack Troll. Ouais, c'est un trade tout à fait à l'avantage des GameWard, surtout au niveau de la carte. On disait c'est Leblanc et ce Lee Sin qui veulent pouvoir se projeter sur le bas de la carte. Un bon reset du côté de Elam pourrait changer complètement la physionomie de la lane et lui permettre d'avoir sa larme de la DS ou ce genre même un cristal de saphir. Et on le voit, un Toucouille qui maintient la pression sur son adversaire et qui continue à push des waves. Certus qui va devoir pour l'instant subir ce qui est normal en mêlée versus le blanc, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, en général c'est toujours compliqué. Memento sur un timing très standard de gank sur la top lane. Petit casse-tête, la wave est à un endroit extrêmement difficile à jouer pour Aggressivo. La fatigue est utilisée. Oh, et le petit pas de côté, Memento qui n'aligne pas cette onde sonore. Vraiment Aggressivo a l'air de s'en tirer, tandis qu'attention ici, Prime qui est forcé de flash out au niveau de la botlane et Aggressivo qui survit. Et bien écoute, ça s'est joué à une onde sonore. Et attention, une agression sur Zlatan, mais Certus est proche de son jungler. C'est un 2v3 du côté de Misfit. La TP Aggressivo est de retour. C'est Memento qui a récupéré ce Scuttle. Ouais, c'est Memento, effectivement. Et là, le fight est engagé. Irrelevant qui a très peu de points de vie. Zab et on enchaîne. Il faut disengage pour les GameWard. Toucouille, a priori, ne devrait pas tomber. Mais First Blood pour les Misfits première au ce duel. Le fake back, probablement. Le Q. Bien joué. Et c'est un flash en moins. Et alors d'ailleurs au fameux à ce niveau-là, on a vu pas mal de Varus dans des duels comme ça qui au moment de la flèche finale, tu vois, décide de flash in pour être sûr de décocher la flèche. Bien sûr. Alors là, il l'a pas fait, ou Light. C'est catastrophique hein, ce trade pour le plan de jeu GameWard, puisque attention, on va quand même suivre l'agression d'abord entre Irrelevant et Aggressivo. La magie. Salut Gwen. La magie de la zone là, bien utilisée par Aggressivo. Du coup, on a cette priorité top qui est plus ou moins tombée. Ils n'ont pas réussi à prendre le kill. Ils perdent le 3v3 mid jungle top, donc ils sont en train de perdre le top side et leur botlane est en train de perdre du côté de GameWard. Donc il y a tout qui tombe en ruine. Et le problème, c'est qu'ils prennent le fight avec Irrelevant qui a quoi? Il a
il a moins de la moitié de ses HP. Exactement. Donc on est quand même très bas avec des missiles premières qui sont tous full life. Et pourtant, je pense que c'est indéniable que le 3 contre 3 topside est censé être largement en faveur de GameWard en early game. Théoriquement oui, mais bon là dans cette configuration là ce n'était pas le cas. Toucouille en plus là qui se retrouve à devoir back. Il a TP, il a pas joué avec Ignite, probablement pour voir side lane en mid game. Et on se retrouve dans une situation où on a besoin de gagner le mid jungle et de se projeter sur la bot lane. La bot lane vient de perdre et le mid jungle n'est pas plus en avance que ça, voire est plutôt en retard. Et là, on sent que Misfits devrait pas avoir trop de mal à rentrer dans son scaling. Bah ouais, et forcément, on regarde du côté de Vigo, on regarde du côté de Gwen, de Diana, que des champions qui ont un excellent scaling pour les missiles premières. Et forcément, on se dit que les GameWard vont devoir être encore plus affûtés pour essayer de tirer quelque chose de cette early game. Et on a un roam de Jack Troll qui est venu placer un trinket, une pink ward. Oh, attention, là, l'agression. Oh, ok. Bon backdash de Toucouille. Mais on a une pink ward. On veut vraiment faire un chemin entre la mid lane et la top lane et être sûr de couvrir Agressivo. On veut absolument couvrir le côté d'Agressivo et on va jouer plutôt weak side face à ce Ziggs. On ne semble pas trop inquiet en bas de la carte du côté des Misfits premières. Et là quand même on voit le temps qui passe et ce fameux 8 minutes dont on parlait, Zab, il arrive bientôt. Les prochaines waves vont être déterminantes, notamment la canon. On va voir comment ça va être géré pour les deux équipes. Je crois que c'est la suivante. C'était 7 ou 7-30. Ça fait trop longtemps que j'ai pas coaché, j'ai oublié les timings. Mais cette wave forcément elle est décisive. Et elle va permettre à l'équipe qui va la crash en premier au niveau du bas de la carte d'envoyer son support en mouvement pour venir soutenir la prise du héros de la faille. Mais là j'ai l'impression qu'il y a un peu une diff entre les deux voies du haut. Pas forcément sur le joueur individuel, mais le premier play a complètement détruit l'équilibre des choses. C'est mal, et regardez Irrelevant qui n'est pas niveau 6, la Gwen d'Agressivo qui vient de passer 6. Et là on comprend bien qu'à tout moment dans une escarmouche ça va mal se passer. Oh, l'enchaînement de contrôle de Jack Troll est excellent, et Prime et Elam qui décide de se retourner sur un Woolite qui tient le choc. Prime en difficulté, Jack Troll il manque pas grand chose de flash-in. Et l'auto-attaque, Jack Troll qui donne tout pour sécuriser ce kill. Elle est là, la wave canon dont on parlait, mais Woolite qui décide de se retourner sur Elam. Attention, Woolite il est utilisé, la charge au sol. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on disait avant la game, c'est-à-dire qu'un Ziggs c'est bien quand ça poke et que ça a la pression, mais en début de partie, avant d'avoir son chapitre perdu, les dégâts sont insuffisants, donc il n'y a pas de kill pressure du côté de la duo lane GameWard. Au contraire, il y en a beaucoup du côté de Misfits première parce que Varus en early ça fait très très mal, et on prend le meilleur du côté du bas de la carte pour les Misfits. Mais d'autant plus que... Ah, Woolite est mort a priori, il a un flash, mais... Flash même. Oh, ça aligne pas pour Memento. Très bien, Woolite qui survivra. Il n'y a rien qui passe, les pauvres GameWard. L'écart gold n'est pas énorme, mais on sent qu'en termes de dynamique sur la carte, c'est très compliqué. Il n'y a vraiment aucun play proactif du côté d'équipe Red Side qui est passé. Et tu vois, cette priorité de LeBlanc, finalement, elle est sous la tour, elle n'a pas trop d'endroit où aller. Ouais, pour l'instant, elle regarde un peu. C'est vrai que son box side a l'air d'être plutôt en difficulté. Le top, c'est compliqué aussi. On connaît le potentiel de 1v2 de Gwen. Donc là, c'est vrai que pour GameWard, il n'y a pas grand chose qui va pour l'instant. Et l'âme, d'ailleurs, un Ziggs quand même encore plus dépendant, je pense, du chapitre perdu. Parce que bon, c'était déjà un timing important au patch précédent. Mais maintenant qu'il a perdu 60 points de mana de base, ça devient encore plus important. Le pic reste très fort. Il n'a pas de mana, il est obligé de back. Alors en plus, c'est une téléportation, d'où le manque de kill pressure, forcément, du côté du boss. Il l'a pas encore. Et voilà. Et donc forcément, cette pression bot lane, elle se transforme en pression mid-jungle support. On envoie même l'ADC, on va tout mettre sur ce héros de la faille, on le sait. Si le Ziggs n'a pas l'héros de la faille, il perd un gros timing chips. Et ils vont tout donner les GameWard, ça va être intéressant. Les GameWard qui savent qu'ils ne peuvent pas passer à travers ce moment. Agressivo qui décide d'engager directement sur Irrelevant. Zlatan qui trouve un all-in sur 3 joueurs ici, mais il est un peu seul. Le jungler de Misfits première, il tente de se repousser. Le king de Memento est excellent. Zlatan évaporisé, les GameWard qui se débrouillent pour avoir la supériorité numérique, mais en termes de points de vie, il y a quand même quelques difficultés. Et ce héros de la faille sera finalement récupéré. Oh non! Je n'ai rien dit, pardon. J'ai douté de Woolite et de sa capacité à être extrêmement décisif. Et Misfits première, je pense qu'il faudrait s'arrêter là. Oh, Woolite qui va tomber et Toucouille qui a récupéré le héros de la faille. C'est ça, hein? Non, il peut pas le prendre. C'est Woolite qui l'a tué. Ah, my bad. Oh, mais du coup c'est assez étonnant que les Misfits premières étaient aussi timides. Ils étaient là en premier, ils avaient le contrôle de la rivière. Alors c'est sûr que la prise de vue n'était pas bonne puisqu'on avait un trinket dans le pit. On le voit là en haut de l'écran. Mais les GameWard prennent le contrôle. On s'attend
à ce que les Misfits collapsent sur eux. Finalement, le seul à lancer le go, c'est Agressivo, suivi ensuite par Zlatan. Jacques Troll, Certus et Woolite un petit peu timides. Alors je pense qu'il y avait de la place pour gagner ce teamfight. Malheureusement pour les Misfits premières. Mais là où les Game Ward sont surpris, c'est qu'ils pensent récupérer ce buff. Et là, Woolite, Guillaume Tell, il vient ajuster le héros de la faille et annule complètement le play adverse. Ouais, je crois qu'il y avait autour de 150 HP par là sur le héros de la faille. Dur pour les Game Ward qui pourtant avaient peut-être réussi à... Enfin, ils avaient réussi à éliminer 2 joueurs Misfits première. On se disait que ce play était pour eux. Mais voilà, superbe vol de Woolite. Et du coup, le play héros de la faille n'est pas bon pour les Game Ward. Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas. Et ils auront des problèmes pour prendre la première tour du match. Là où Misfits première a peut-être une ouverture. Alors on dit ça, Zap, mais il n'y a aucune plaque qui a été récupérée par la Misfits première encore pour l'instant en lane. Tout à fait. Mais après, c'est pas eux qui sont censés gagner leur lane. Hein, ils ont blind la Gwen, ils ont fini contre 7. Ils ont ce Viego qui finit contre une Leblanc. Là où c'est intéressant quand même pour Game Ward, c'est que Tukuy a très bien farm. Et ils ont déjà positionné leur équipe dans une forme de 1-3-1, je vais dire, même si c'est pas vraiment 1-3-1, avec ce Ziggs qui est déjà sur la mid lane pour clear, pour empêcher le Viego de faire quoi que ce soit. Et on a déjà mis le blanc side, et regarde là, le blanc, elle a la prio sur cette Gwen, elle est en train de mettre de l'agression. C'est un bon plan de jeu ça pour Game Ward. Elle a 2 niveaux d'avance en plus de ça, donc là je peux vous dire qu'Agressivo, il a pas sa fatigue de disponible, donc il a une situation où il doit respecter de très très loin Tukuy, il faut prendre aucun risque parce qu'un bon enchaînement du millénaire des Game Ward pourrait prendre le kill. Ah, du côté des Misfits, il faut respecter pour l'instant l'absence. Héros de la faille. Ah, du coup, Viego avait pu le récupérer, Chips. Certus qui va pouvoir clear la wave. Attention, Tukuy qui est en flanking. Excellent flanking de Tukuy. Oh, mais ça va rien donner ce héros de la faille. Il est vraiment pas bon. Jack Troll en difficulté. Certus. Oh, la méga bombe qui touche pas Jack Troll, j'ai l'impression. D'accord. Héros de la faille gâché pour les Misfits premières. Le timing était tout à fait étonnant. Il y avait le canon en face qui se présentait. 3 joueurs au minimum dans la river bot. Je pense que c'est un peu ambitieux du côté de Misfits première. Ils auraient peut-être pu se dire il y a de grandes chances, puisqu'ils la voient pas sur la carte, que la Leblanc se déplace au niveau de la mid lane pour apporter le surnom pour faire le dragon. Ils auraient pu répondre en disant on va jouer sur cette Gwen, on va dropper le Real top. Ouais, ou ils auraient pu être un peu plus patients, tu vois. Ils baitent à un endroit de la carte, ils reset, on va à un autre. On essaie un peu de faire l'essuie-glace et de voir si Game Ward sait répondre. Mais c'est vrai que là je suis surpris, il n'y avait pas bien pire comme moment que celui qu'ils ont choisi. Et on sent que c'est 2 équipes qui ne sont pas vraiment en confiance, puisque beaucoup comme ça de play un petit peu spontanés sont pas tout à fait en accord avec ce qu'on pourrait espérer ou imaginer par rapport aux champions qui sont pris. Mais écoute, personne n'a perdu cette game. On est à 10-12 minutes de jeu. Oui, le héros était pas bon, mais il aurait été désastreux si Game Ward l'avait, donc ils ont quand même pu le récupérer. Ouais. Game Ward a eu un très mauvais play en early game, mais Tukuy est bien dans sa game, et maintenant le Ziggs est mid, et ils peuvent jouer sur les sides comme ils l'avaient prévu. Donc, on va dire, erreur de chaque côté, balle au centre. Maintenant, on rentre dans un mid-game où on a encore une partie du spike Leblanc et il va falloir l'exploiter pour les Game Ward. Ils sont Tukuy qui est en train de progresser, peut-être quelques plaques à prendre pour le mid laner français. La Gwen de son côté qui va sans doute tenter de retrouver son match-up face à 7 parce qu'elle a quand même build un avant-bras. Et de l'autre côté, le Viego a fait des boosts de mercure. Donc je pense que là, quand même, chez Misfits, il y a un agencement des match-up qu'on souhaite particulièrement. Et si ça se passe pas comme ça, on peut quand même prendre beaucoup plus cher. Ouais, je suis assez étonné que Aggressivo n'ait pas fait des sandales de mercure. Dans une compo où il y a quand même 2 menaces AP. Contre le blanc, sa chaîne, c'est très bien. Contre de toute façon, c'est toujours bien contre le poke de Ziggs d'avoir un peu de résistance magique. Mais a priori, je crois qu'il a décidé très tôt dans la partie de jouer avec sa fatigue dans le match-up direct contre Irrelevant. Mais je pense que dans les phases de teamfight, avoir des sandales de mercure, c'est extrêmement avantageux pour le top laner de Misfits première. En plus, il y aura un Rakan avec son charme qui peut être problématique. Bon, Woolite et Lam de leur côté, les deux gros artilleurs de la méta qui vont se renvoyer les waves pour l'instant. Et peut-être un play à venir en side. On voit la Diana de Zlatan qui est en train de remonter sur Irrelevant. C'est peut-être un peu tôt ça, c'est peut-être un peu tôt. Ok, on va pouvoir cancel les dégâts encore une fois. Zlatan qui arrive, la wave c'est une petite wave. Mais il a pas de Z Irrelevant, donc on peut y aller là, on a encore un peu le temps. Zlatan qui rentre directement. Ah, la réponse d'Irrelevant, Zlatan en difficulté, le flash out. Très rapidement Irrelevant qui flash in. Et Tukuy n'est pas loin également. Jack Troll qui se...
Oh, le burst. Ouais, c'est gigantesque. Le burst absolument colossal. Attention à Toucouille. Attention à Toucouille. Il a pas son ulti. Non, il va pouvoir continuer. Il y a Jack Troll qui était là. C'est jamais une bonne idée de dive 1-7, Chief. Ça peut, bah ils se sont dit, il n'y a pas le cooldown du Z, c'est un moment de vulnérabilité, bah c'est sûr, mais il a son ulti, il a son flash, il a des trucs. Et on a un héros de la fight qui va spawn. Les GameWard qui ont... alors attends, c'est quelle map? C'est la map des montagnes. C'est montagne. Ouais. Ah, c'est dommage, c'est pas forcément le meilleur, je pense, pour eux. Mais attention, Toucouille, l'agression sur Jack Troll, on va y aller peut-être avec Prime. Ouh, il fallait R pour Jack Troll, sous peine de prendre le burst final. Les GameWard ont libéré la position et là, a priori pour Misfits première, il n'y aura pas de vol. Et partant de là, on a peut-être enfin les dispositions idéales pour prendre la première tour du match pour les GameWard. Ce sera pas une tour avec plaque, mais c'est quand même un petit burst économique. Ah, c'est quand même important à un moment donné d'ouvrir la map et puis de pouvoir commencer à prendre de la vision dans la jungle adverse. C'est comme ça qu'on peut créer un gold lead en récupérant des camps. C'est un premier pas. Très bon mouvement topside du côté des GameWard qui vont venir là à 3 bloquer l'accès de Certus à cette top turret et on va la prendre. Voilà la tour T1 top qui va exploser sous les coups du héros de la faille et on va pouvoir peut-être faire même la rotation entre la voie du haut et la voie du milieu pour aller empêcher ce Varus de jouer. Mais ils vont peut-être se raviser finalement et back. Ouais, le reset, sans doute pour jouer le dragon, 3e dragon quand même, possiblement pour les GameWard. J'imagine que voilà l'objectif est dans les têtes là. De leur côté, le Gordrinker qui vient d'être complété pour Memento. Mais le Lee Sin qui va les prendre des camps topside. Oh, je pense quand même que Memento là il pourrait tranquillement venir vers la mid lane. Ah, c'est quand même important là de contester cette vision. Ça fait partie des conditions de victoire de GameWard de pouvoir avoir ce shield plus tard dans la partie. Surtout de forcer Misfits à avancer vers eux dans les phases de fight. Pour l'instant les Misfits très disciplinés comme d'habitude hein, depuis le début de l'année. De toute façon Misfits c'est une des équipes les plus disciplinées quand il s'agit de prendre la vision 30-40 secondes avant l'objectif. Là où ils sont plus en difficulté c'est pour la défendre et gagner ces fights. Donc on va voir justement comment ils vont le faire. C'est vrai que pas toujours la référence Misfits première sur les fights de mid-game. Ils ont quand même des moments pendant la ligue où ils sont hyper bons en fight de mid-game. Ils sont imprenables. Ça dure 2 semaines, 3 semaines et puis derrière un peu plus de doutes. On va voir dans quel état ils sont actuellement. Le poke sur Jack Troll, premièrement, c'est bien lancé pour Toucouille qui prend la moitié de la barre de vie de Jack Troll. Il va faut quand même falloir le défendre ce dragon. Je pense que 3 dragons pour GameWard ça offrirait une vraie condition de victoire. Back de Jack Troll, très bien. Et tu vois, c'est ce genre de petites erreurs qui font, c'est pas jamais des grosses erreurs macro, généralement Misfits qui leur coûtent la game. Mais voilà, petite erreur, du coup on n'a plus le support, on peut plus fight. GameWard s'infiltre sur toute la vision qui était préemptivement prise par Misfits. Et maintenant c'est à Misfits de courir vers les joueurs GameWard. Le problème c'est que contre une LeBlanc t'as pas envie d'avancer quoi. Et Toucouille qui est justement en train de faire comprendre à Agressivo qu'il n'est pas le bienvenu dans cette Riverbot. Certus qui pose sa brume, mais c'est trop tard bien sûr. Pour les Misfits première, 3e dragon GameWard. Eh bien, elle est là, la condition de victoire qui se rapproche dans 5 minutes. Pour Misfits première, il faudra pas faire d'erreur. Bah, le problème c'est que Misfits première sont censés commencer à gagner les fights, on va dire à 18-19 minutes de jeu. Cette LeBlanc de Toucouille encore une fois qui devant tout le monde, on le voit là, 2 niveaux d'écart avec Agressivo. Le burst est gigantesque, hein. C'est très dur de gérer le match-up contre LeBlanc. En plus Agressivo, il s'est tellement retardé au niveau de... Son protège-bras du savant l'a tellement mis en retard, il a toujours pas fini son item mythique. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que là il a pas du tout d'option de jeu. Et voilà, c'est ça la condition de victoire de GameWard, c'est de contrôler les Drakes, clear partout ailleurs sur la carte et laisser Toucouille gagner la game doucement mais sûrement. Parce que je ne suis pas sûr qu'avec l'itemisation justement avec les bots de cooldown, Agressivo ait la capacité de tenir la LeBlanc de Toucouille. Ouais, je suis d'accord. Mais il a complété son Riftmaker quand même Agressivo. Donc on avance un peu. 196 de farm quand même pour Toucouille. Quel game de sa part. Et 2 tours à 0 pour les GameWard. Mais un maigre 1k gold d'avance. C'est vraiment dommage parce que on a mentionné avant la partie que Misfits première, s'ils arrivaient à encaisser le burst et à teamfight contre les GameWard, ils auraient peut-être l'avantage après avoir encaissé le burst initial. Et ça fait 2 ou 3 fois dans la partie qu'on ne les a pas vus incisifs sur les phases de regroupement. Et à chaque fois, ils ont dû concéder un objectif sans finalement avoir la possibilité de jouer ce qui est, je pense, leur meilleure carte à jouer dans cette game. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour On est repéré. On continue un peu à se déployer sur toute la carte. À power farm pour tous leurs champions. Oula est toujours en charge de la mid lane.
souvent laissé seul quand même, mais Prime qui trouve pas trop de... Il est couvert par 2 pinks quand même. Ouais. Il faudrait récupérer ça pour les Game Ward. Qui, alors, se projette avec Irrelevant topside, se projette avec Toucouille bot side, mais vraiment tu sens que toute l'équipe veut jouer pour Toucouille, mais on manque d'une ligne de vision au milieu de la jungle des M6 première. Ouais, mais pour ça, il faut pouvoir prendre d'abord la tour mid. Donc là, je pense que le plan de jeu des Game Ward, attends, on va quand même suivre ça. Toucouille sur Certus. Ouais. Alors Certus qui se repose. Oh, le combo, il est excellent et Toucouille va tomber. Très bon mouvement des M6 première et on en parlait. Bah, ce passage-là, il n'est pas couvert pour les Game Ward. Jack Troll et toute la compagnie étaient là et Toucouille n'a pas pu faire son play en toute sécurité. J'allais justement dire, pour pouvoir prendre la pression sur les sides, il faut d'abord pouvoir push la wave mid. Et pour push la wave mid, il faut prendre cette tour. Donc là, je pensais que le plan de Toucouille, c'était de prendre cette wave et de justement venir mid, apporter le surnombre, essayer d'aider le Ziggs à taper la tour, prendre cette tour et après, les Game Ward auraient pu opérer à prendre cette vision suffisamment profonde pour protéger les mouvements de Toucouille. Mais si jamais ils sautent cette étape d'aller tuer cette tour qu'on voit au milieu de l'écran, à aucun moment ils vont pouvoir entrer profondément dans les jungles adverses et offrir l'espace de jeu nécessaire à Toucouille pour aller taper les T2. Et M6 première qui du coup récupère une tour top. Et mine de rien, on repasse un peu devant au goal. Pour l'instant, on a tenu le choc vraiment et on a passé les 20 minutes de jeu. Voilà, tout n'est pas parfait côté M6 première, mais le moment le plus difficile est passé. Oh, et ce call est relativement inattendu. Il y a une TP, je crois qu'elle était faite sur un... Ouais, non, c'est sur une pink, donc ils ont vu la TP. Si il y a TP sur pink, tu la vois, et sinon tu le vois sur une ward qui aurait déjà été scout. Et il faut faire la TP sur une ward normale pour pas avoir le laser. Et les Game Ward bon, qui ne se sont pas fait avoir là-dessus. M6 première qui disengage. Alors, oh, c'est peut-être le moment là. On a une belle wave, on est nombreux. Et M6 première, petit trou en termes de présence. La tour mid est enfin récupérée par les Game Ward. Ouais, les Misfits qui se sont regroupés pour rien faire. C'est dommage parce que vraiment cette TP qui alerte l'équipe adverse, c'était probablement une méconnaissance du côté Misfits première. Et du coup, bah, ça donne la puce à l'oreille à Game Ward. Ils sont en train de back pour se repositionner sur la carte. On va y aller, on va prendre cette tour. Et c'est très gros ça dans le plan de jeu de Game Ward d'avoir cette tour mid qui est tombée. Ce qui veut dire que Toucouille peut repartir charbonner sur un côté de la carte et son équipe va enfin pouvoir le couvrir. Attention quand même parce que là c'est les joueurs de l'équipe bleue qui sont autour de Toucouille. Ouais, le timing est pas forcément idéal. Touk le sait, il recule, il prend sa position dans le bas de la river et là 20 secondes bientôt avant le dragon. Cette wave sera la dernière avant de pouvoir se projeter. C'est une wave canon. C'est une wave canon. A priori, là, ça va pas être difficile. On va pouvoir la clear pour le Ziggs, quoi qu'il advienne. L'entrée dans la rivière, très importante des Game Ward. Et toujours les Misfits un peu penauds sur ces phases de jeu. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas, alors que bon, il n'y a pas énormément de dégâts non plus chez Game Ward. Ils ont un Alistar, donc quand même un champion excellent pour faire. Ah, les Misfits, j'aime bien. Là, ils manœuvrent. On décide de passer par le bas de la rivière. Woolite, il est un peu loin pour contester. Regarde, Memento et Irrelevant l'ont vu. Jack Troll qui protège, on va pull le dragon. Ça se regarde beaucoup là, c'est un point décisif dans cette game, Chips. Ouais, bataille de POC un peu entre les deux équipes, mais Woolite qui n'est pas encore en place. Ça y est, on prend la position. Prime qui tente de flank, il est bien repéré par Agressivo qui tente de le chasser. Agressivo très créatif là-dessus, Jack Troll qui est bien positionné derrière Jack Troll derrière le Pas mal Jack Troll, oh ça peut faire mal pour Jack Troll, ça peut faire mal, le combo directement. Est-ce que Elam va tomber? Oh Elam qui est forcé de flash out, on n'a pas réussi à mettre parfaitement la charge au sol. Et c'est Shlatan qui trouve le all-in et le kill sur le carry AD des Game Ward. C'est du 1 pour 1 mais du coup plus de smite côté Misfits première. Toucouille qui peut rentrer justement. Ah, il est allé un petit peu loin, Shlatan l'a laissé ambiancer. L'objectif c'était quand même primaire, c'était ce Drake. Maintenant Memento a le smite, son adversaire est mort. Et du coup cette défense de Dragon n'est pas terminée. On le voit justement, Memento, Toucouille et Prime qui s'affairent à rejoindre. Et la téléportation, attention, ça va être récupéré quand même. Ils l'ont eu et maintenant il faut réussir à disengage de flash out de Woolite. Jack Troll qui accompagne tout ça d'un petit coup de boule. Est-ce bien terminé? Memento, on a pu la porter. Toucouille est là également. Woolite, ça va être dur de s'en tirer quand même, non? Prime. Ah oui, Prime, on met tout. Et Woolite est condamné. Même ici, première ne concède pas l'âme. Et Jack Troll survivra. Ma foi, un mort pour empêcher l'âme, c'est ok. Ouais, on sent que on a un petit peu peur de part et d'autre. On sent qu'il y a beaucoup de pression dans ce match. Match important, on le disait, cette semaine est vraiment charnière pour l'accession au play-off du Summer Split de la LFL.
Et pour l'instant, j'ai l'impression que GameWard a quand même la tête froide. Ils étaient dans une situation difficile, très bon flank de Jack Troll. Et ils arrivent à encaisser le burst sans exploser. Parce que là, normalement, un flank comme ça, ça peut faire très très mal. Agressivo fait le bon choix. Il y a l'ulti de Varus, on les zone. Et là, normalement, Shlatan, il n'y a pas besoin. Ça vaut le coup de faire ça hein. Ouais. Mais bon. Le truc, c'est que si jamais tu réussis ce play-là et que toute l'équipe te suit, derrière, c'est Dragon Baron. Et de temps en temps, il faut risquer de perdre le play pour le gagner. Mais je pense que c'était un peu ambitieux parce qu'il y a encore la T1 mid. S'il n'y avait pas la T1 mid, je pense que c'est un play envisageable. Et là, on revoit hein, forcément. On essaye d'aller le plus loin possible. On chase, en slow chase, du côté des GameWard. Et on va juste flash. C'est juste un kill. Il n'y a pas de wave, il n'y a aucune conversion. C'est littéralement juste. Voilà. Tukui qui prend 400 gold de plus. Ouais. Finalement, parce que moi, je disais un mort chez Missis Première. Mais bon, il y a quand même eu un mort chez GameWard. Donc 2 morts chez Missis Première, un mort chez GameWard et le dragon pour Missis Première. Donc bon, en termes d'impact, ça se tient pour Missis Première. C'est mieux à mon avis que de concéder cette âme comme résultat. Mais voilà, GameWard reparti aux affaires, Zab. De nouveau avec là, le blanc de Touk au niveau du boss side, mais cette fois-ci pas du tout accompagné. On change de side pour les GameWard. Ah, c'est raté de peu. C'est raté de peu. Et on va se projeter au niveau du bas de la carte. Même plan de jeu. Les GameWard qui sont vraiment plus tranchants, j'ai l'impression qu'ils sont plus assurés dans leur game. Et là, ils vont tenter quelque chose d'assez intéressant, c'est d'aller justement forcer les Misfits premières à rejoindre ce baron, dont ils sont tous très très loin. Et peut-être même l'aller le subtiliser. Hein. Bah écoute, ils sont bien en place. Alors, ils ont pas le meilleur baron de l'histoire de League of Legends avec leur pick. Mais ils peuvent forcer le fetch check des missiles premières. Sertus qui prend la vision. C'est bien ce qu'il fait Sertus. Il donne de l'information, ça descend lentement les missiles premières, il va falloir se décider. Il va falloir se décider, la TP. Ah là il va falloir turn parce qu'ils sont quand même proches les joueurs de Misfits. Shlatan qui pourrait rapidement tomber, Shlatan reste vivant pour l'instant et tout couille. Oh la stase de Shlatan est absolument décisive, Irrelevant qui se fait terminer ici, les missiles premières reprennent la position. C'est une âme récupérée par le Viego de Sertus et le play est désamorcé pour missiles premières. Ouais c'était encore une fois intéressant. Quelle stase, parce que si jamais Tukui peut snipe à ce moment là, c'est pas du tout la même situation. Des GameWard encore une fois créatifs, qui essayent de créer du jeu sur ce play baron qui n'était pas du tout évident à exécuter. Ils ont la décision et la clairvoyance de turn au bon moment. Malheureusement, ça ne leur sourit pas. Mais de toute façon, les Misfits ne peuvent pas punir tant que le Ziggs est là. Tu peux pas te positionner sur un baron face à un Ziggs parce que tu vas te faire poke à l'infini. Et tu vois quand même une chose, Misfits première, on n'a pas senti la panique. Parce que notamment, la draft de GameWard a pas un baron des plus rapides. Donc ils ont quand même pu un peu prendre leur temps les Misfits premières pour se positionner. Ouais, c'est une game qui risque de durer un petit peu. Et la condition de victoire, oh, attention à Tukui, ouais. Là on n'a pas de vision. On a quand même Prime qui est pas loin. Et Prime aussi qui est solé. Bon allez hop. Alors ça va être difficile, Tukui. Oh il arrive. Shlatan qui est au contact. Le dash de Tukui agressivo. Également la couverture de Prime. Mais l'ulti de Shlatan est excellent. Ça flash in et ça assure le kill. À grands coups d'aiguille de Gwen. Après, encore une fois, c'est juste un kill. Il n'y a pas de wave à défendre et du coup, les GameWard ils se sont dit bon, on sacrifie Tukui et on va juste aller taper cette tour parce que au final, il n'y a aucune raison. Et c'est une T2 qui va être récupérée peut-être dans le W. Qu'est-ce qui passe avec le W? C'est dommage. Mais bon, il push quand même toute la map contre 400 gold. Et je veux dire, c'est pas forcément un mauvais trade pour GameWard. Ouais, on a pris parce que du coup au niveau du top, on a une nouvelle possibilité. Alors là par contre, c'est une bonne opportunité de prendre la mid lane pour les Misfits premières. À 100%, ouais. 100%, ils en avaient tellement besoin. Les Misfits premières, qui ont pris un léger avantage quand même au niveau des golds là sur ce kill, sur les phases précédentes, avec les quelques kills récupérés. Mais voilà, les GameWard se démobilisent pas et vont aller mettre maximum de pression au niveau du haut de la carte. Attention au collapse. C'est ce genre de situation, ça peut te perdre une game. Ah, il y a une TP sur Sertus. Mais oui, le dragon est là et peut-être qu'on l'avait un peu perdu de vue pour les GameWard qui téléportent. Ils sont obligés. Tout couille. Ah, parce que là, quand même, alors Irrelevant fait un reset, lui aussi va pouvoir TP. Il est un peu solo, Jack Troll là. Il est solo et il va sur Prime. Et derrière, Memento se repositionne, l'arrivée d'Irrelevant. C'est une bonne position ça pour GameWard s'ils arrivent à collapse. Hein. Oh, c'est bien ce qu'il fait, Shlatan, l'engage sur la botlane des GameWard. Mais pas de follow-up, plus d'ulti donc pour cette Diana. Et peut-être pas autant de dégâts qu'espéré en réalité pour les Misfits premières. Ouais, peut-être pas. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir réengage? Maintenant les GameWard ont la position.
Il faut la jouer doucement. Ils ont un Ziggs, ils peuvent abuser justement de la range de ce Ziggs, du poke, de la LeBlanc, des petites phases de burst. Et le all-in, je pense, est pour les Misfits dans cette phase de jeu. Irrelevant qui est au contact. Oh, c'est bien le positionnement d'Agressivo. Il est propre, il est pas si propre que ça ici, puisqu'il se fait totalement soulever. Et derrière, le fight est engagé de mort chez les Misfits première. Déjà, il faut reculer. C'est le bon moment pour les Game Ward. On rentre directement dedans. Et les Misfits première qui vont perdre Certus. Il ne reste plus que Woolite et Jack Troll. C'est Baron Nashor peut-être pour les Game Ward. Là, a priori, c'est le break. C'est le break. Jack Troll qui est obligé de flash out. Ok. Et on va pouvoir récupérer l'âme plus le baron, a priori. Quelle phase de jeu, encore une fois, Toucouille qui vient sniper son adversaire. Et Agressivo, je pensais qu'il était pas mal, mais il a pas utilisé sa zone. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, Chips, de la part de... Oh, Toucouille Parfait. Il n'y a rien à dire, c'est Un juste bon parfait. petit kill ici récupéré à un moment où les Misfits premières pensaient pouvoir retourner à la base. Un petit bonus pour les Game Ward et le Baron Nashor. Exactement. Et on en parlait de ces teamfights de mid-game et cette défense d'objectif de Misfits première qui leur fait complètement défaut dans cette seconde partie d'année. Et bon, là, ils vont peut-être récupérer un dragon, mais bon, les Game Ward ils peuvent quasiment s'en ficher, hein, les Game Ward. Ils auront le prochain. Là, ils sont en train de faire le break en termes de gold. Ouais. Et avec un baron et un Ziggs, c'est pas la même chose. Ouais, là concrètement, les Game Ward, c'est le moment où il va falloir accélérer. Il ne doit plus rester de T2 au Misfits première d'ici 3 minutes. Et voilà, je pense que si on n'a pas réussi à récupérer des T3, on considérera ça aussi comme un loupé pour les Game Ward et pour les Misfits premières. On a senti aussi le fait que Zlatan du coup avait utilisé l'ulti au début sur la mid lane et qu'il avait plus cet outil d'engage à sa disposition. Et je suis quand même un peu, comment dire, étonné de l'itemisation de Agressivo qui ne fait aucun point de résistance magique contre Ziggs le blanc, alors que on le sait, c'est assez facile de contrer ces deux champions avec même un item et qui se retrouve dans une situation où il n'a pas forcément la possibilité de tanker dans ces fights. D'ailleurs, il en est mort. Petite tour récupérée quand même pour le top laner des Misfits première. Et maintenant, on se projette forcément sur cette mid lane. Comment vont-ils jouer le baron les joueurs Game Ward? A priori, en 4-1 Chips. Il semblerait avec un Irrelevant qui pousse la wave au niveau du top. Certus qui fait sa transition. Est-ce qu'on peut réussir? Ah, c'est 7. On peut burst down 7 rapidement, c'est quand même difficile. Attention au passage à 5 au niveau du bot side. Toucouille. Oh non, le lock de Toucouille ici. Et Toucouille qui tombe au pire moment sans doute pour les Game Ward qui étaient en train d'asphyxier les Misfits premières. Ça fait mal. Ouais, c'est dommage, il y a 2-3 petites erreurs du côté des Game Ward. Ils peuvent s'en ficher de ce dragon, mais c'est sûr que s'ils l'avaient récupéré, ils auraient eu ce petit shield qui aurait peut-être fait la différence. Jack Troll et Woolite qui combinent extrêmement bien sur cette phase de jeu aussi. Oh attention, ils sont quand même tous contre un mur là, il y a peut-être une possibilité. Très bonne couverture du choke point de la part des lames. Ouais, ils jouent bien en reculant les joueurs de Game Ward. Et puis là, cette phase de jeu, on a senti qu'ils ont un Ziggs, mais ils n'arrivent pas à avoir la clairvoyance de jouer peut-être en séparant l'équipe adverse, en jouant plus sur les sides avec cette LeBlanc et justement en n'essayant pas de grouper de dive parce que c'est pas forcément dans l'ADN de leur jeu, les joueurs dans la compo Game Ward. Bon bah petite erreur, on va encore se fight probablement au prochain Dragon Chips. Ça rallonge la game bien entendu puisque ce Baron Nashor pour les Game Ward est assez faible, plus 500 gold. Voilà, on pourrait même dire Baron Powerplay négatif en réalité. Bah quand tu vois, en fait la gold value d'avoir l'âme du dragon était bien meilleure que d'avoir le baron finalement. Ouais. Mais ça tu peux pas le savoir. Au moment où tu prends cette décision, on a Toucouille qui repart sur le bas de la carte, il est seul pour l'instant et on a un avantage de vision massif du côté des Misfits première. 1, 2, 3, 4 pink ward positionnés au niveau du bas de la carte, pourtant le dragon est quand même dans 2 minutes 30, mais on va être sûr de contrôler cette demi-map du côté de l'équipe Blue Side. Ça y est, les Game Ward qui commencent à repérer la vision des Misfits première. C'est peut-être un peu tôt, hein. 4 pink là-dessus pour back et revenir, sachant que voilà, les Game Ward patiemment et méthodiquement vont venir couper et récupérer les lignes de vision les unes après les autres. Ça peut être pas mal ce qu'ils font les Misfits premières, il faut se dépêcher au niveau du top side, mais vu l'imminence du dragon, si Misfits premières push bien au top pour Game Ward, ça va pas être évident de pouvoir récupérer une wave qui se crasherait. Ce qui est pas mal dans ce genre de cas, c'est de grouper et d'essayer d'aller poser une ward cachée loin dans la jungle adverse pour le set. Ça, c'est un play qui est hyper intéressant, qu'on voit de temps en temps dans les ligues avancées, enfin, notamment LEC, LPL.
d'aller trouver ses plays créatifs pour justement faire déjouer ton adversaire, parce que tu sais que les Misfits, dans 1 minute 20, ils sont impérativement au niveau du Drake et un bon flank pour changer la game. L'accélération ici, ça va pas être évident de venir à bout d'Irrelevant. Et le push d'Aggressivo donc. On vient réceptionner la wave pour tout coup, il a sa TP. Il devra sans doute TP pour se rendre au niveau du bot. Sûr, mais par contre il aura probablement son Rabadon. Coiffe de Rabadon sur une Leblanc qui est niveau 17 contre des joueurs qui n'ont aucune RM. Il y a quand même il y a un joueur qui n'a pas de RM. Ah si, Banshee, ça y est, Banshee. Il y a une Banshee qui est sortie en réalité. Donc quelques Banshee également pour la Diana de Zlatan. Après il y a le Void-Staff, il y a le bâton du vide du côté de Toukou. Donc bâton du vide plus la coiffe de Rabadon, ça fait très mal. Et il pourrait one-shot quelqu'un. De toute façon, on va voir ça. Maintenant, le dragon qui spawn dans 30 secondes. Prime qui essaie de prendre la vision un peu seul Prime. Oh, la chaîne de corruption qui n'a pas touché. Prime qui réussit à s'en défaire juste au bon moment. Attention au counterplay ici des Gameward. Irrelevant qui se retrouve totalement isolé par le coup de boule de Jack Troll. Irrelevant qui gagne du temps, c'est un set, mais derrière, la charge au sol qui fait peut-être toute la différence et qui sauvera Irrelevant sans doute. Ouais, on a réussi à zoner, c'était très risqué de part et d'autre. Des Gameward qui ont la position, Back qui est lancé Aggressivo encore une fois, qui vient et qui très intelligemment va essayer de contrôler le flanc avec Jack Troll sur son X-Splash. On est bien, Jack Troll qui va là être repéré par les Gameward, donc la menace est tombée. Et on partage toujours un. Gameward à gauche, Misfits à droite, c'est parti. Sonore de Memento qui connecte. Qui va réussir à trouver le play décisif entre les 10 joueurs. Les deux supports qui se disent bonjour sur le haut de la carte. Mais Elam qui est en train de rejoindre ici. Il a rejoint Prime et pendant ce temps le dragon, c'est la catastrophe potentiellement pour les Misfits premières. Quoique l'arrivée de Prime un peu en retard, du coup les Misfits premières restent mieux groupés. Certus qui a trouvé des resets et il récupère le dragon en plus de ça. Certes, Jack Troll s'est fait un peu sécher en solitaire, mais les Misfits premières en ont profité. Mais si j'ai bien compris, Elam s'est déplacé pour essayer d'aller tuer le. Il était de l'autre côté du pit, il a mis une petite bombe. Oh, ça se joue à pas grand chose. Est-ce que Elam justement réussi à pile? C'est fait. Et Aggressivo qui a aussi très bien joué son fight cette fois-ci, qui est pas mort. Et on a vu forcément une Gwen à ce moment de la partie. Ça fait la différence et on est à 3 dragons partout. Le jeu des 7 dragons, Chips. Ah, c'est le jeu préféré de l'Amérique du Nord. Très bien. Allons-y vers ces 7 dragons. Le Baron Nashor qui est de retour également. Et les deux équipes n'arrivent pas à se départager. On revoit effectivement Jack Troll qui est terminé par le petit déplacement de Elam. Mais du coup, ça laisse la possibilité aux Misfits premières d'impacter les alentours du dragon. Là on voit Elam. Agressivo là qui, pour moi dans ce fight, a vraiment fait un très bon travail. Woolite qui gère très bien sa distance. Là on voit Elam, hop. Là il meurt. Oula, okay. Oula, c'est le Baron Nashor récupéré par les Misfits premières. Très bien. Changement de momentum, changement de dynamique dans cette game. Et forcément, on le disait, les Gameward, ils vont avoir un early mid game qui va être intéressant, ils vont gagner les sides. Mais il y a un moment où les Misfits premières, quand ils vont commencer à encaisser ce burst, qu'ils vont avoir la résistance magique, ce qui est le cas, on voit que c'est dur pour Gameward de tuer. C'est dur pour eux de tuer. Et donc, même s'ils sont pas forcément très habiles sur la prise de fight, les Misfits premières, il y a un moment où la compo fait la diff. Bah ouais, là, il y a un moment où Gwen, si tu la sèches pas, si elle est légèrement hors de contrôle, elle va ramasser ton teamfight. Voilà, parce que tes mêlées 7 Lee pourront rien faire contre elle au bout d'un moment. Et bon, et pour les ranges, c'est également difficile si sa range est disponible. Donc la Gwen, effectivement, un peu toute puissante. Et dans cette histoire, il y a le Viego aussi, quand même relativement tanky avec ce build. Tous ces items lui apportent un aspect défensif. Et il est à l'affût du moindre reset. Ouais, là je pense qu'au niveau de la compo, ça devient vraiment difficile. On va voir l'utilisation du Baron. C'est pas encore fait. On a vu tout à l'heure, les Gameward, on l'avait dit, avaient vraiment un moment fort dans leur partie, n'ont pas réussi à faire la différence. On va voir si ça va au 7ème dragon ou si justement les joueurs Blue Side vont pouvoir porter les stockades et aller mettre le KO à la compo Gameward qui commence à fatiguer. C'est quand même un Ziggs pour clear les waves. Après, c'est des waves Baron et là, elles sont bien stack. Il y a du monde qui arrive sur cette T3 Chips. Aggressivo en place. Les Misfits premières, il faut qu'ils soient disciplinés. C'est le moment où ils sont censés passer devant les Gameward. Ils n'utilisent pas la wave, ils vont simplement jouer sur Aggressivo. C'est pas forcément une mauvaise chose. Après, je pense qu'ils ont un moyen de dive. Ils veulent juste la jouer safe. Et ils vont aller sur Aggressivo. Il a un Banshee. Il a un Banshee Aggressivo. Il a un Banshee et il joue Gwen. Et Zonia.
Ouais, Banshee, Zonia, Gwen. Ouais, c'est immortel. L'agression de Shlatan. Oh mon dieu, Shlatan. Mais quel ulti. Quel ulti. Et c'est sans doute la game ici, Zab. Quel play, ils attendaient juste le bon moment, les joueurs de Misfits. Et on l'a dit, les Game Ward ont eu le baron, les Game Ward avaient une position de game, et ils n'ont pas réussi à convertir le play. Et derrière les Misfits premières, on leur a laissé suffisamment de temps pour tous avoir la résistance magique et les niveaux pour arriver. Et après ils appuient sur leur touche et puis ça marche quoi. C'est Diana quoi. Et voilà, dans cette course au playoff, les Game Ward qui là, sur cette défaite, prennent un peu lourd tout de même au niveau du classement. Misfits première qui se rassure et qui raccroche en partie au wagon de tête. Ouais, c'est difficile hein, pour les Game Ward qui, encore une fois, en plus ont montré un beau visage, mais ça n'a pas suffi. Et on voit que au forceps, tu vois, dans le moment clutch, c'est pas encore ça. On va voir. Je leur souhaite le meilleur pour le reste de la saison, mais on commence à voir se dessiner cette tendance. C'est difficile, mais on peut repenser. Hein, c'est ce fameux, pour moi, le moment clé un peu. Alors, il y a eu plusieurs moments pour Game Ward, mais malheureusement, tout couille le fait qu'il se fasse catch dans la base au moment du baron, qui devait être un peu le pic vraiment de la game des Game Ward. Bah, ça a tout cassé et derrière, on s'est retrouvé à patauger un peu pour les Game Ward. Donc, bien joué au Misfits première. On va les débriefer de tout ça, bien sûr, sur le plateau. Messieurs, c'est à vous. Merci messieurs, victoire effectivement des Misfits premières, on brise la chaîne de défaites dans laquelle ils étaient enlisés et nous avons eu le retour d'un jungler qu'on apprécie beaucoup au sein de cette ligue française, Shlatan extrêmement clutch, mais bien entendu avant de rentrer un petit peu plus en détail messieurs, on revoit un petit peu la sélection de champions qui a été la leur dans cette partie, donc on n'a pas vu de changement lié à ce nouveau patch, mais on a eu quand même la confirmation peut-être un petit peu avec décalage des tendances des autres ligues, je parle bien sûr du Ziggs, traitons. Oui, le Ziggs, ça fait plaisir de le voir un petit peu, même si là, ici, dans cette draft, Ziggs Leblanc, l'association n'est pas forcément terrible, parce que du coup, ça donne vraiment de la MR assez facilement à la composition en face, en l'occurrence pour les Misfits. On a vu énormément de Banshee, de Sandales de Mercure, qui rendaient la composition un peu plus compliquée à jouer, parce que les Game Ward avaient vraiment un coup à jouer. Malheureusement, le fait qu'on ait pris peut-être la Banshee sur le Leblanc, qu'on ait mis un petit peu de temps à trouver les 3 items, on n'a pas réussi à véritablement snowball sur les dragons, et surtout le 4ème qui aurait dû être récupéré beaucoup plus tôt, et qui aurait été leur win condition tout simplement. Marex, déjà au-delà de t'accueillir quand même dans cette soirée de LFL, comment ça va et surtout prono loupé, je t'ai vu très émotif quand même dans le visionnage de cette partie. Ouais, j'ai cassé une table. Deux tables. Ouais. Et la gueule de Tréton. Un petit peu déçu, avec Tréton on avait mis Game Ward, du coup forcément un petit peu déçu dans cette game. Leur draft est, je pense, bonne. Mais il a fait mal ce moment, non? Ouais, il a fait très mal, mais difficile à jouer parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Et comme l'a dit Tréton, voilà, ces petits, il y avait de bonnes choses, mais il y avait aussi de mauvaises choses. Normalement, ils sont censés avoir les Drake concédés, vraiment gagner en mid game. Ce spike mid game avec leur Luden, Gordringer, c'est vraiment là que leur compo brille. Sauf qu'à ce moment-là, ils n'ont pas réussi à accélérer. Et en face, on a tout simplement plus scale. Et quand tu as du Alistar, de la Gwen, Viego, Diana, tu as juste à all-in, tu peux pas vraiment te manquer en late game. Et les Game Ward n'arrivaient pas à jouer lentement. En fait, ils avaient de quoi faire des pick-up, mais plus la game avançait, plus on était vraiment tanky et inamovible en face, et plus on était menaçant au niveau de langage. Et du coup, un peu à l'image de tous les derniers fights de la partie, ils ont jamais réussi à faire de pick-up. C'est eux qui se sont fait attraper finalement par cette Diana, notamment de Shlatan. Et ça, c'était le dernier fight où ils auraient dû vraiment quasiment casser la game là-dessus. Ils arrivent à prendre un 2-0 et normalement, je pense que là, c'est one-shot Drake. Hein. Exactement, tu one-shot le dragon et tu cours au Baron Nashor et c'est GG. Parce que si t'as le 4ème Drake et que t'as un push en plus derrière, ça te met vraiment très très bien. En plus, le push Baron Nashor, on a trouvé qu'il va un petit peu trop en unité 3 qui se fait catch. Et c'était les derniers moments où ils pouvaient remporter la partie, c'était ces moments-là, ils n'y arrivent pas forcément. Et derrière, du côté de Misfits première, en teamfight, on se réveille avec un Shlatan sur sa Diana qui a fait le travail. Et on revoit ici, je crois, le dernier fight Drake avec l'utilisation de Tituku, les deux supports qui se 1v1 juste au-dessus. Et un teamfight, étrangement, qui commence pas mal pour les Game Ward, mais qui, voilà, dans la mêlée générale, encore une fois, on voit pas tout ce qui se passe, mais ça s'est très mal passé, bien sûr, pour Game Ward. Et la question, enfin, ce qui était plutôt mis en avant sur le cast, c'était plutôt cette dynamique de scaling. À un item, effectivement, pas le choix, Game Ward à la suprématie, Gordrinker, Luden et compagnie. Mais au bout de 4 items, est-ce qu'il y avait vraiment moyen de jouer cette partie si loin dans le chrono ?
faut vraiment être très très fort, je pense. Faut réussir à Gwen, outplay. Viego, En fait, le problème, c'est les zones de Gwen sont très très difficilement outplayables et on voit ici le flash-in de la Diana. Il n'y a pas vraiment de counterplay pour un Ziggs. Si jamais il est en range, il se fait directement one shot et on arrive à remporter le fight instantanément pour les Misfits. Clairement, en late game, ils avaient la priorité en teamfight, ça n'a pas de doute. Ouais. Mais en mid-game, vraiment, les Game Ward risquent de s'en vouloir, je pense, parce qu'ils avaient quelque chose à faire dans cette game et on le voit en termes de courbe de gold. C'est un petit peu fait le yo-yo, quoique ils n'ont pas été. On est resté au coude à coude dans ce match, malgré tout. Ouais, je pense aussi que le Ziggs a mal été utilisé dans la partie. Enfin, ils n'arrivaient jamais vraiment à prendre la position, utiliser la range du Ziggs pour commencer les teamfights low HP. C'était vraiment Tukui qui essayait de faire la différence. Je trouve qu'on ressentait vraiment la pression dans cette game, dans le sens où les Game Wars savent qu'ils ont vraiment plus le droit de perdre, vite comeback pour les playoffs. Et ça s'est beaucoup ressenti dans le gameplay de Tukui qui s'est dit qu'il voulait prendre ses responsabilités et qui parfois un petit peu overforce, je pense. Que sans trop m'avancer évidemment, c'est juste mon avis, mais que c'était un petit peu dû à ça aussi. Et il avait en soi raison parce que vis-à-vis du scaling adverse, il fallait vite accélérer la partie parce que même s'ils arrivent à prendre le nage, bien l'utiliser, prendre un inhibiteur, la game est loin d'être terminée quoi. Mais ouais, j'ai pas trop compris quand ils ont chase après avoir fait 2 kills, ils ont perdu 10-15 secondes au mid pour aller au nage sans prendre le dragon. C'était, à mon avis, ils vont un petit peu s'en vouloir de ce move là. Une partie intensive, on verra bien sûr ce qu'ils nous diront post-débrief et après tout, c'est une super week, on verra aussi les répercussions un petit peu et si les Game Wars trouvent une formule qui leur va mieux. En tout cas pour les Misfits, eux, ça leur fait du bien évidemment de récupérer cette victoire, surtout contre un adversaire aussi direct que Game Ward et ça nous donne l'occasion de récompenser bien sûr un joueur au sein des Lapins et là, pas vraiment de discussion. Rien n'a été véritablement clean pour aucune des deux équipes. Je pense qu'il y avait beaucoup d'instinct dans ce match. Mais on a eu un jungler, on a eu un Zlatan qui, quand même, dans la majorité de ses moves, a été un élément décisif. On peut citer aussi Aggressivo, mais je pense que c'est Zlatan qui est le plus clutch à l'image du dernier teamfight où je joue vraiment très très bien. Même dans les teamfights autour du dragon, il a fait beaucoup d'ultimate et beaucoup de très très belles engages. Donc vraiment, Zlatan impressionnant sur Diana. Ouais, et qui, je crois, dans ce Summer Split, n'a pas tellement accumulé depuis qu'on s'était éloigné des Graves, Nida, etc. Ça avait quand même ralenti à son niveau, mais vraiment, la reprise, en tout cas dans le Summer, est très positive pour notre cher Zlatan. Tréton qui fait coucou à la caméra. Ça va, Tréton, un peu narcissique peut-être? Non, mais alors là, pour le coup, c'est pas moi, c'est Carnage, il a oublié d'appuyer sur espace, donc j'ai pas rien, quoi. Ah, c'est vrai. La fameuse touche espace qui était défectueuse. Interview post-match, je t'ai entendu Carnage, mais je n'ai pas compris la langue que tu parlais. Ah oui, d'accord, c'était donc ça. Eh bien, on va attendre quelques secondes, les amis. On va pouvoir se mettre un petit peu dans le prochain match. C'est un BDS contre Vitality B. C'est un match qui est tout aussi important que celui-ci pour les BDS. Pour Vitality B, peut-être un peu moins de pression. On est 3 wins derrière le premier poursuivant, puisqu'on est à égalité à la première position avec la Carmine. Donc vraiment, Vitality B, ce Summer Split, il se passe comme sur des roulettes. Ouais, tout à fait. Je vois quand même les Vitality peut-être un petit peu se relâcher, mais je pense que de leur côté, on veut quand même accrocher le top 1 avec ces défaites de la Carmine. On peut sécuriser un top 1 en saison régulière et ça fait toujours beaucoup de bien vis-à-vis des EU Masters, des playoffs, etc. Donc oui, moi, je les vois bien full tryhard absolument tous les matchs. Voire peut-être même passer devant. En tout cas, là, ils sont à égalité avec la Carmine. Donc la première équipe qui fera un faux pas sera top 2 de la Ligue. Et puis pour Vitality, quelque part, avoir vu la Carmine faire un 0-2, ça va les surmotiver aussi à pouvoir justement passer devant, parce qu'ils ont perdu quand même dans la confrontation directe. Je pense qu'ils ont été très très déçus, Skins avait été pas mal vocal à propos de cela. Maintenant qu'ils ont vu la Carmine se prendre un petit peu les pieds dans le tapis, c'est le moment pour les Vitality de leur côté d'accélérer. Très bien, et donc l'interview post-match est maintenant prête. On va pouvoir accueillir le top laner des Misfits première, Aggressivo, good evening man, welcome on the desk. Hello. Congratulations on the win. Feels good to be back with a destroyed enemy Nexus this time. Oh yeah, I agree. We actually really needed that win. Going like 0-3 or even potentially 0-4 is not the best experience, I have to say. But I also did sweat a bit in this game, so I'm actually happy we finally won something, you know. It was kind of close. Yeah, it was kind of close indeed. Let's talk about it for a bit. We want to know about the drafting phase. Do you think you had a pretty godly combo with your solo lanes? Do you feel that you have won this part of the game because Game Ward went on something a little bit more off meta, I would say, with many magical damage, which of course made the task easier for you. Okay, so I think I really like their draft, to be honest. I think our draft, we had some OP picks, I would say, but our champions didn't really work well into their champions. I think we could see it
in the game for sure when we were like trying to contest the Drakes, and then there is like LeBlanc one-shotting everyone. We cannot even do anything about her, and we cannot even go on her as well. So I think we had some OP picks, but our draft was way harder to play. And I think if they would execute some fights better or like some positions on Dragons, then they would freely win this game. I think we were kind of lucky. Would you say, beyond the luck, would you say you had a better decision making during this game? That's what made the advantage, except for, of course, the magnificent error steal from Wright early in the game, which did good, I guess. Okay, I would say that actually our calls and like communication decision making wasn't the best as well. Right. The only problem for them to finish this game was that they don't have any damage on Nashor at all, so we had a lot of time, and we were kind of lucky that we took some Drakes. If there was like 4th Drake, if they would get Soul in the early, like 25 minutes or something, it would be really hard to win this game. But I think they just get caught a lot of times on sidelines and stuff like this. They gave us a lot of freedom where they were like really ahead and getting prio on every lane. So I think they just didn't play good as a team, because I think it was actually kind of free game for them. They just were getting caught all the time. All right. Thank you for your input. Tréton, go ahead. On Gwen, we were seeing a lot of summoners being taken. We saw some Ignite and some Flash. Oh, yeah. You just played with an Exhaust. Can you just explain us this choice? Okay, so I've played this matchup many times, like Gwen into set, and it was actually really hard many times. And from my experience, actually Exhaust is like making the biggest difference in the early trades, because even with Exhaust, like, I mean, with Ignite, set doesn't really have that much healing, so it doesn't make much difference. And if you, for example, will Exhaust set on his like E stunning you or just ulting you, then you can make the difference actually in the fights, or like just 1v1. So, and also like the top laners are not really used to Exhaust, so maybe it's like kind of cheese that they are scared that they'll just lose 1v1, so they don't contest at all and they just give the free lane. Yeah. So yeah, from my experience, Exhaust in this matchup exactly is the best, but I didn't try it many times in many matchups. Well, it looked very useful in the later stages of the game. Last question for you, Aggressivo, because you're a very talented top laner. I want to know your opinion about the changes that happened in 11.14, with especially the nerf to Nocturne, to Stridebreaker, and of course, if you feel like there's a new wave coming to your position. I think overall, I really like the nerf on Nocturne, because like this was just so broken. He was one-shotting every wave. It was so unplayable. I think Nocturne was giga OP. I mean, I liked playing him as well, but it was just not healthy for the game for sure. I just hope there will be no more tanks like Mundo, Ornn, or anymore like this. I wouldn't like to play it. I think I'm way better on different champions that are more fun. So I just hope that the tank meta is not coming back, and that we can still have some fun with like Viego, Gwen, and Sett and stuff like this, one-shotting everyone in the team fights. So yeah, that's my opinion on it. And also about the Stridebreaker, I think I dislike the nerf because I really like the dash on this item, for example, on Sett and stuff like this. So that's not the best for me, but I have to take it. Yeah, we went to a version which looks pretty weak right now, but we'll see some creative uses. And about the meta, we're very happy to see a more aggressive picks from you, because it's always spectacular. Thank you so much, Aggressivo, for this interview. Do you have maybe a shout out to do before we leave you to celebrate, and of course prepare for this for the next matches this week? Yeah, thank you. All right, no shout out then. I don't have any shout out. Wait, actually, I have one question. Yeah. Who got the MVP for the match? We gave it to Zlatan because he was very, very clutch, but you were quite close. You're disappointed? Okay, like I will have to like rewatch the game, but I would honestly give it to myself. But I respect the decision. It's fine. Well, you have to. You can clear that up with Trayton. That's his vote that made the difference. Cool. We leave you to it. Thank you so much, Aggressivo. Have a good one, and see you tomorrow on the Rift. Thank you. See you guys. See you. Et voilà donc Aggressivo, donc Sympathique. Très sympathique, effectivement, extrêmement fluide. FC humble également. Pour lui, la game était complètement loose au niveau de la draft, au niveau du setup. Finalement, pour lui, vraiment en face, ça devait l'emporter. Ouais, il a beaucoup respecté la draft adverse. Je trouve aussi qu'elle était bonne pour les Game Awards, mais vraiment osée par rapport à leur position dans la ligue et au niveau du classement des win-lose. C'est une draft où vraiment t'as pas le droit à l'erreur dans l'exécution. C'est souvent des choses qu'on voit sorties par des top teams vraiment très en confiance. En général, c'est plutôt la draft en face qu'on veut jouer quand on veut la jouer secure, pas trop
voilà, pas être pressure contre la montre et toujours avoir un bon scaling. Il parlait aussi de la top lane, qu'il était content de pouvoir jouer ses petits Viego, et nous aussi, on est très Akali, contents de le voir etc. dessus, hein. Qu'il n'avait pas trop envie de voir ses tanks, qu'il était aussi content que Nocturne recule un petit peu. Il trouvait ça que c'était pas healthy pour le jeu, sachant qu'il aime jouer Viego, Gwen, Akali. Il trouvait que Nocturne n'était pas sain pour le jeu. Ouais, et deux en poids, vrai, deux mesures peut-être. il avait raison parce que c'est vrai que Nocturne ça défie un petit peu les lois de la laning phase. Elle en parlait notamment avec son clearing de wave, l'ultimate, etc. On est Et que cette méta de carry top lui convenait bien pour one shot tout le monde en teamfight. Et il a terminé par un petit flame sur Tréton qui voilà, n'a pas voulu lui donner son MVP. Donc vraiment honteux. Il a juste dit que de son point de vue, c'était lui qui le méritait ce MVP. Et du coup, c'était marrant de le voir un petit peu taunt aussi Zlatan par la même occasion. Et voilà donc pour le résumé de cette interview post-match, mesdames et messieurs. Allez, on accélère évidemment parce qu'on est un tout petit peu en retard. Le prochain match qui arrive, préparez-vous puisque c'est blindé d'action, c'est BDS contre Vitality B et on le déguste ensemble juste après la pause sur ETP bien sûr. À tout de suite.